Les images de la caméra de sécurité passaient en boucle. Ils étaient là, son mari depuis 8 ans et son ancienne meilleure amie, en train de s'embrasser passionnément, dans son bureau. Ce même bureau où elle lui apportait son déjeuner tous les mardis. Le même bureau où ils avaient fait l'amour pour leur anniversaire, 3 mois plus tôt. Les mains de Keisha tremblaient en regardant l'heure, 15h47, jeudi dernier. Elle était à la maison ce jour-là, en train de préparer le dîner d'anniversaire de sa mère. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait ces images. Le détective privé les lui avait remises 3 jours plus tôt, accompagnées de photos, de reçus d'hôtel et de relevés téléphoniques qui dressaient un tableau qu'elle ne voulait jamais voir. Son mari, Marcus, l'homme pour qui elle avait tout abandonné, la trompait avec Tanya depuis plus d'1 an. Le pire n'était pas seulement la trahison. C'était à quel point elle se sentait stupide. À quel point elle avait été aveugle. Toutes ces nuits tardives au bureau, tous ces voyages d'affaires, toutes ces fois où Tanya était venue dîner et s'était comportée comme son amie. Il se moquait d'elle dans son dos depuis des mois. Keisha ferma l'ordinateur et fixa le mur de leur chambre. Leur magnifique chambre dans leur magnifique maison qu'elle avait décorée avec amour et soin. La maison qu'elle avait transformée en un véritable foyer, abandonnant ses rêves. Elle était vice-présidente marketing d'une grande entreprise technologique lorsqu'elle a rencontré Marcus. Elle gagnait sa vie, gravissait les échelons de l'entreprise, construisait sa propre entreprise. Puis Marcus est arrivé, avec son charme et ses promesses. Il avait déjà réussi, il était déjà riche grâce à l'empire familial. Il lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de travailler si dur. Il lui a dit qu'elle méritait qu'on prenne soin d'elle. Il lui a brossé le portrait d'une vie où elle pourrait se concentrer sur l'essentiel. Leurs relations, leur future famille, les œuvres caritatives qui la passionnaient. Elle avait donc démissionné. Elle avait abandonné sa carrière pour soutenir son père. Elle était devenue l'épouse idéale, organisant des dîners pour ses associés, des événements caritatifs qui le mettaient en valeur, gérant leur foyer pour qu'il puisse se concentrer sur ses revenus. Elle avait fait de lui son univers. Et c'est ainsi qu'il la lui rendait. La porte de la chambre s'ouvrit et Marcus entra, toujours dans son costume coûteux, son téléphone collé à l'oreille. Il parlait de cette voix doucereuse qu'il utilisait pour les affaires, complètement inconscient que son monde allait changer à jamais. J'ai besoin de ces chiffres pour demain matin, James. Cette affaire ne peut pas attendre. Il raccrocha et la regarda avec ce même sourire qui avait autrefois fait battre son cœur. Maintenant, il la rendait malade. Dis donc, bébé, désolé, je suis en retard. La circulation était folle en centre-ville. Il desserra sa cravate et commença à déboutonner sa chemise. Une routine du soir si banale. Quel mensonge normal. Keisha ne dit rien. Elle le regarda simplement, mémorisant ce moment. Le dernier instant avant que tout bascule. Le dernier instant où il la regarderait sans crainte. Ça va? Tu as l'air calme ce soir. Marcus se dirigea vers son côté du lit et s'assit pour enlever ses chaussures. Les mêmes chaussures qui étaient entrées dans la chambre d'hôtel avec Tanya des dizaines de fois. Je vais bien, dit-elle doucement. Sa voix lui semblait étrange. Calme, trop calme. Marcus ne la remarqua pas. Il ne la remarquait plus vraiment, sauf si elle lui était utile. Il avait pris l'habitude de la prendre pour acquise. Il avait négligé ses mensonges et sa vie secrète. Cette négligence allait tout lui coûter. Tant mieux. J'ai un rendez-vous tôt demain, donc je partirai vers 18h. Encore un mensonge. Elle savait, grâce au rapport de l'enquêteur, que son rendez-vous matinal était en fait un petit déjeuner avec Tanya à leur hôtel préféré. Le même hôtel où ils se retrouvaient tous les mardis et vendredis depuis 1 an. Bien sûr que oui, dit Keisha. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et les entoura de ses bras. Elle avait l'air d'une femme brisée, et à bien des égards, elle l'était. Mais les choses brisées pouvaient être dangereuses quand elle n'avait plus rien à perdre. Marcus la regarda enfin, la regarda vraiment. Quelque chose dans son ton a dû attirer son attention. Tu es sûr que ça va? Tu as agi bizarrement toute la semaine. Toute la semaine. Voilà depuis combien de temps elle était au courant de sa liaison. Voilà depuis combien de temps elle planifiait la suite. Elle avait passé ces 3 jours à tout apprendre sur la relation de Marcus et Tanya. Elle avait passé ces 3 jours à se rappeler exactement qui elle était avant de devenir sa femme. Elle avait passé ces 3 jours à planifier leur destruction. Je suis parfaite, avait-elle dit, et pour la première fois depuis des années, elle le pensait vraiment. Elle était sur le point de redevenir parfaite. Parfaite, puissante et totalement libre.
Marcus haussa les épaules et alla prendre une douche dans la salle de bain. Elle entendit l'eau couler et comprit qu'elle avait environ 15 minutes. 15 minutes pour faire les derniers préparatifs pour demain. Demain, quand tout commencerait. Elle rouvrit son ordinateur portable et envoya un dernier email. Bref et simple, c'est l'heure. Tout est prêt. Demain à 9 heures précises. La réponse est arrivée immédiatement, compris. De notre côté, on sera prêt. Keisha sourit pour la première fois depuis 3 jours. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire d'une femme qui avait été poussée trop loin et qui était enfin prête à riposter. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils ignoraient que leur femme, discrète et bienveillante, qu'ils avaient trompée, allait leur rappeler à tous deux à qui ils avaient affaire. Elle avait abandonné sa carrière par amour. Elle avait sacrifié ses ambitions pour sa réussite. Elle s'était fait petite pour qu'ils se sentent grands. Mais elle n'avait jamais oublié comment se battre. Elle avait simplement choisi de ne pas le faire. Ce choix était désormais terminé. Le matin arriva plus vite que d'habitude. Keisha se réveilla à 5 heures du matin, 1 heure avant le réveil de Marcus. Allongée dans son lit, elle l'écoutait respirer, sachant que ce serait l'un de ses derniers moments de paix avant très longtemps. Elle avait à peine dormi, mais elle se sentait plus éveillée que jamais depuis des années. À 6 heures précises, le réveil de Marcus sonna. Il tendit la main pour l'éteindre, puis gémit et s'étira comme à son habitude. Un vrai monstre d'habitude. Ses habitudes l'avaient rendu prévisible, et les gens prévisibles étaient faciles à détruire. « Bonjour bébé », marmonna-t-il en se penchant pour l'embrasser sur le front. Ses lèvres étaient comme de la glace sur sa peau. Elle se demandait combien de matins il l'avait embrassée avant d'embrasser une autre femme. Elle se demandait comment il avait réussi à la regarder dans les yeux toutes ces fois. « Bonne réunion », dit-elle doucement. Sa voix était désormais assurée. Les tremblements avaient cessé pendant la nuit. Elle avait retrouvé son équilibre, retrouvé la force qu'elle possédait autrefois lorsqu'elle bâtissait son propre empire au lieu de soutenir le sien. Marcus s'habilla selon sa routine matinale habituelle. Douche, rasage, café, et consulter son téléphone. Il consultait toujours son téléphone en buvant son café, probablement pour lire les messages de Tanya. Ils planifiaient probablement leur journée ensemble, tandis que sa femme était assise en face de lui à la table du petit-déjeuner qu'ils avaient choisi ensemble. « Je risque d'être en retard ce soir », dit-il sans lever les yeux de son téléphone. Ce nouveau client exige beaucoup d'attention. Nouvelle cliente. C'est comme ça qu'il appelait Tanya maintenant. Keisha faillit rire. Presque. Prends ton temps, dit-elle. J'ai des projets aujourd'hui de toute façon. Cela attira son attention. Marcus leva les yeux de son téléphone, surpris. Keisha n'avait plus de projet. Elle avait sacrifié ses amis à sa carrière, choisissant de concentrer toute son énergie à être l'épouse parfaite. Elle s'était complètement isolée, faisant de Marcus son univers. Une autre erreur qu'elle ne referait plus jamais. Des projets? Quels projets? Juste quelques petites choses dont je dois m'occuper. Elle sirota son café et regarda par la fenêtre. Le soleil se levait sur leur quartier idéal et leur maison idéale. Au coucher du soleil, plus rien ne leur appartiendrait. Marcus la fixa un instant, puis haussa les épaules. De toute façon, ces projets ne l'intéressaient pas vraiment. Il était probablement simplement surpris qu'elle en ait. Il termina son café, attrapa sa serviette et se dirigea vers la porte. « Je t'aime », répondit-il sans se retourner. Quelle réponse automatique! Une phrase si vide de sens qui, autrefois, avait tout signifié pour elle. « Au revoir Marcus », dit-elle. « Non, je t'aime aussi. Pas ce soir. Juste au revoir. » Car c'était un adieu, même s'il ne le savait pas encore. La porte d'entrée se referma et elle entendit sa voiture démarrer dans l'allée. Elle attendit que le bruit s'éteigne complètement avant de bouger. Puis elle monta et ouvrit son placard. Tout au fond, derrière toutes les belles robes que Marcus lui avait achetées, se tenait la personne qu'elle était autrefois. Son vieux tailleur lui allait toujours parfaitement. Le blazer noir impeccable qui avait plongé les salles de réunion dans le silence dès son entrée. Les talons qui avaient claqué avec autorité dans les couloirs de l'entreprise. La mallette qui avait transporté des contrats valant des millions de dollars. Elle avait rangé ses objets lorsqu'elle était devenue Madame Marcus Thompson, mais elle ne les avait jamais jetés. Au fond d'elle-même, elle avait toujours su qu'elle pourrait en avoir besoin à nouveau. Elle se regarda dans le miroir et vit quelqu'un qu'elle avait presque oublié. Keisha Williams, la femme qui avait bâti son succès à partir de rien. La femme qui n'avait jamais eu besoin de personne pour prendre soin d'elle.
La femme qui avait été assez forte pour tout abandonner une fois et qui était sur le point de recommencer. Son téléphone vibra, un SMS lui parvint. En position. Attendant turn signal. Elle répondit, donnez-moi 30 minutes. Keisha prit le dossier qu'elle avait préparé toute la semaine et descendit. La maison semblait différente maintenant qu'elle était habillée comme avant. Il semblait plus petit, moins important. Juste un bâtiment rempli d'objets coûteux qui ne lui avaient jamais vraiment appartenu de toute façon. Elle parcourut chaque pièce une dernière fois, se remémorant tous les rêves qu'elle avait construits ici. Les dîners où elle avait charmé les associés de Marcus. Les événements caritatifs qu'elle avait organisés pour bâtir sa réputation. Les soirées tranquilles où elle avait cru qu'ils construisaient une vie ensemble. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Elle avait donné et lui pris, tandis qu'il réservait son véritable amour à quelqu'un d'autre. Eh bien, il était temps pour lui de lui rendre l'appareil. Elle monta dans sa voiture et se dirigea vers le centre-ville, jusqu'à l'immeuble où tout avait commencé. L'immeuble où elle travaillait avant de tout abandonner par amour. L'immeuble où elle avait été une personnalité importante. Aujourd'hui, elle redeviendrait une personnalité importante. Le hall d'entrée était identique. Sol en marbre, ascenseur en verre, le bourdonnement discret des affaires sérieuses. Ce monde lui avait manqué plus qu'elle ne se permettait de l'admettre. Faire partie de quelque chose de plus grand que la vie d'un seul homme lui avait manqué. L'ascenseur la conduisit au 42e étage. Au cabinet Bennett Rodriguez et Associés. Les meilleurs avocats de la ville, et ceux qui l'aideraient à récupérer tout ce qui lui avait été volé. Madame Thompson, dit la réceptionniste en souriant. On vous attend en salle de conférence. Keisha hocha la tête et s'engagea dans le couloir. Ses talons claquèrent sur le sol avec la même autorité qu'ils avaient toujours eue. Elle n'était plus Madame Thompson. Elle était redevenue Keisha Williams, et Keisha Williams ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle ouvrit la porte de la salle de conférence et vit 3 personnes assises autour d'une grande table. Sarah Bennett, l'avocate principale spécialisée dans les divorces impliquant des actifs importants. Michael Rodriguez, l'avocat d'affaires qui en savait plus que quiconque sur les partenariats commerciaux dans l'État. Et l'inspectrice Lisa Parker, qui travaillait dans le domaine des crimes financiers et qui devait une faveur à Keisha depuis des années. « Sommes-nous prêts ?» demanda Keisha en s'asseyant au bout de la table. « Tout est en place, » dit Sarah. « Les papiers du divorce sont prêts. Le gel des avoirs entre en vigueur à 10 heures. L'expert comptable a terminé l'examen des documents financiers que vous nous avez fournis. Et l'autre point, Keisha a regardé l'inspecteur Parker. Les preuves que vous nous avez fournies étaient plus que suffisantes. Nous procéderons à des arrestations cet après-midi. Keisha hocha la tête. Elle ouvrit sa serviette et en sortit un dernier document. La signature de Marcus était en bas, la même où elle l'avait vu signer 6 mois plus tôt. Il avait été si fier ce jour-là, si impatient de lui montrer le nouveau partenariat qu'il avait formé. Il n'avait aucune idée qu'il sciait sa propre destruction. Il a signé ce contrat de partenariat sans lire les petits caractères, a-t-elle dit. Il était si désireux de développer l'entreprise qu'il m'a donné pouvoir de signature pour toutes les décisions importantes. Authorization légale. Autorité contraignante. Les avocats sourirent. Ils avaient examiné ce document des dizaines de fois au cours de la semaine précédente. C'était inébranlable. Marcus lui avait confié les clés de son royaume sans même s'en rendre compte. Ainsi, lorsque le divorce sera prononcé et que je réclamerai mes 50% des biens, j'aurai également le pouvoir de vendre ma part à qui je veux. Keisha regarda outward à la table. Et je choisis de la vendre à son plus gros concurrent pour exactement $1. LaSalle resta silencieuse un instant. Puis Michael Rodriguez s'est mis à rire. Sa propre cupidité l'a détruit. C'est magnifique. Et la femme? Demanda l'inspecteur Parker. Tanya Morris? Et elle? La voix de Keisha était froide. Elle perdra son emploi quand nous dévoilerons le détournement de fonds. Elle sera poursuivie pour vol à l'entreprise. Et elle apprendra ce que l'on ressent en voyant quelqu'un qu'on aime se faire détruire. Les accusations de détournement de fonds seront-elles retenues? Demanda Sarah. Oh oui, dit Keisha. Tanya vole l'entreprise depuis des mois. De petites sommes, mais régulières. Elle pensait être maligne, mais j'ai suivi chaque transaction. Elle a utilisé les fonds de l'entreprise pour payer ses rendez-vous avec mon mari, chambre d'hôtel, dîner coûteux, bijoux. Tout cela a été payé avec de l'argent volé. L'inspecteur Parker a sifflé. C'est un vol qualifié. Elle risque une lourde peine de prison. Bien.
Keisha ferma sa serviette et se leva. Ils ont détruit ma vie pour leur plaisir. Maintenant, ils vont voir leur vie détruite pour la mienne. Elle regardait la ville en contrebas par la fenêtre de la salle de conférence. Quelque part, Marcus était probablement en train de prendre le petit déjeuner avec Tanya, planifiant leur avenir ensemble. Ils ignoraient que leur avenir venait d'être annulé. « Quand est-ce qu'on commence » demanda-t-elle. Sarah regarda sa montre. Les papiers seront remis dans exactement 15 minutes. À midi aujourd'hui, Marcus Thompson aura tout perdu. Keisha Surratt. Il était temps de rappeler au monde qui elle était vraiment. À 9 heures précises, le téléphone de Keisha sonna. Elle était assise dans sa voiture devant l'immeuble de Marcus, observant l'entrée où tout allait bientôt changer. Elle n'avait aucune intention de retourner auprès de Marcus. Cette partie de sa vie était définitivement terminée. Peu importe ses supplications, peu importe ses promesses, elle ne serait jamais assez stupide pour lui faire à nouveau confiance. Certaines trahisons sont impardonnables, et celle-ci en était une. L'appel venait de Sarah Bennett. C'est fait. Les papiers ont été remis. Les caméras de sécurité montrent qu'il les a reçus à son bureau il y a environ 2 minutes. À travers les vitres de l'immeuble, Keisha voyait les gens circuler aux étages supérieurs. Quelque part là-haut, Marcus lisait les papiers du divorce qui allaient bouleverser son monde. Quelque part là-haut, il réalisait que sa femme, si calme et si encourageante, venait de lui déclarer la guerre. Combien de temps faudra-t-il avant que le gel des avoirs prenne effet? Demande Keisha. 10 minutes. À 9h15, tous les comptes, tous les investissements, tous les biens seront gelés en attendant la procédure de divorce. Il ne pourra pas déplacer un seul dollar sans l'approbation du tribunal. Keisha regarda sa montre. 9h05. Dans 10 minutes, Marcus essaierait d'accéder à ses comptes et les trouverait bloqués. Dans 10 minutes, il réaliserait que sa femme n'était pas la femme sans défense qu'il croyait. Dans 10 minutes, sa vie confortable commencerait à s'effondrer. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu lui parvint. Urgence. Il se passe quelque chose de terrible. Appelez-moi immédiatement. Elle connaissait ce numéro. C'était le téléphone personnel de Tanya. Le même qu'elle utilisait pour envoyer des messages d'amour à Marcus depuis plus d'1 an. La panique dans le message était évidente. La nouvelle se répandit rapidement dans le milieu d'affaires, et la nouvelle du divorce de Marcus se répandait probablement déjà dans l'entreprise. Keisha supprima le message sans répondre. Tanya allait devoir régler ses problèmes elle-même. Dans quelques heures, elle aurait des soucis bien plus importants que le divorce de son amant. À 9h10, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Marcus. « Keisha, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix tremblait de rage et de confusion. « Ces papiers, c'est pas vrai. Tu ne peux pas être sérieux. »« Je suis tout à fait sérieuse, » dit-elle calmement. « Je veux divorcer, Marcus. Je veux sortir de ce mariage, et je veux ma part de tout ce que nous avons construit ensemble. » « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué ça? On peut parler de ce bébé. On peut arranger ce qui ne va pas. » Le mot « bébé » lui retournait l'estomac. Combien de fois avait-il appelé Tanya « bébé » tout en mentant à sa femme? Combien de fois avait-il utilisé cette même voix douce pour manipuler les deux femmes? « Il n'y a rien à réparer, » dit-elle. « Ce mariage est terminé. Mon avocat s'occupera de tout à partir de maintenant. » Ton avocate? Keisha, tu me fais peur. Ça ne te ressemble pas. Tu ne prends pas de grandes décisions sans m'en parler d'abord. Il doit y avoir un problème. Tu es en pleine dépression? Une dépression? Bien sûr qu'il le penserait. Bien sûr qu'il supposerait que sa femme n'était pas assez intelligente ni assez forte pour planifier une chose pareille. Il s'était tellement habitué à sa faiblesse qu'il avait oublié qu'elle avait été puissante. « Je n'ai plus les idées claires depuis des années, » dit-elle. « Au revoir, Marcus. » Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre. Son téléphone se remit aussitôt à sonner, mais elle l'éteignit. Elle avait tout dit. Désormais, il communiquerait par l'intermédiaire d'avocats. À 9h15, le gel des avoirs est entré en vigueur. Le téléphone de Keisha a vibré, alerté par une notification de son application bancaire. Les comptes joints qui avaient été gelés la désignaient. T'es désormais comme titulaire principal en attendant la procédure de divorce. Marcus ne pourrait pas toucher un centime sans sa permission. Elle traversa la ville en voiture jusqu'à l'immeuble de Tanya. Non pas pour l'affronter, mais pour observer. Elle voulait voir ce qui se passait quand le monde s'écroulait. Elle voulait voir si Tanya gérait mieux la trahison qu'elle. L'immeuble se trouvait dans le quartier chic du centre-ville,
Le genre d'endroit que Tanya ne pourrait jamais se permettre avec son salaire. Le genre d'endroit dont l'entretien nécessitait de l'argent volé. Ou un petit ami riche qui payait tout. À 10 heures, la voiture banalisée de l'inspecteur Parker s'est arrêtée devant le bâtiment. 2 autres voitures de police suivaient. Keisha, de l'autre côté de la rue, observait les policiers entrer. Elle regarda sa montre. Pile à l'heure. 20 minutes plus tard, ils revinrent avec Tanya menottée. Même de loin, Keisha voyait bien qu'elle plairait. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en bataille, ses vêtements coûteux froissés. Elle paraissait petite, effrayée et complètement désemparée face à ce qui lui arrivait. C'est exactement ce qu'avait ressenti Keisha 3 jours plus tôt en apprenant la liaison. C'est exactement ce que ressentaient toutes les femmes en découvrant la trahison de leur mari. C'était maintenant au tour de Tanya de se sentir petite, effrayée et seule. Le téléphone de Keisha vibra, une nouvelle notification retentit. Sarah Bennett lui avait envoyé un SMS, la deuxième phase terminée. La cible a été arrêtée pour détournement de fonds. L'audience pour caution est fixée à demain. Elle a démarré sa voiture et s'est dirigée vers sa prochaine destination. Les Bureaux de Hartwell Industries, le principal concurrent de Marcus. L'entreprise qui tentait de le racheter depuis des années. L'entreprise qui était sur le point d'obtenir tout ce qu'elle désirait pour la modique somme d'$1. James Hartwell l'attendait dans son bureau. C'était un homme grand, aux cheveux gris et au regard bienveillant, le genre d'homme qui avait bâti son entreprise grâce à son travail acharné plutôt qu'à l'argent de sa famille. Le genre d'homme qui respectait ceux qui méritaient leur succès. Madame Williams, dit-il en se levant lorsqu'elle entra. Il avait pensé à utiliser son nom de jeune fille, celui qu'elle reprendrait une fois le divorce prononcé. Je dois dire que votre demande en mariage était assez inattendue. Appelez-moi Keisha. Et j'en suis sûr. Mais les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Il sourit et lui fit signe de s'asseoir. En effet, j'ai examiné le contrat de partenariat que vous m'avez fourni. Tout semble en ordre. Vous avez l'autorisation légale de vendre votre part. Et êtes-vous prêt à l'acheter? Pour $1, comme vous l'avez suggéré? Absolument. Mais je dois vous demander pourquoi si peu? Votre participation de 50% vaut des millions. Keisha regarda par la fenêtre de son bureau. Elle apercevait au loin l'immeuble de Marcus, probablement en proie au chaos alors que la nouvelle du divorce et de l'arrestation de Tanya se répandait dans l'entreprise. Parce que ce n'est pas une question d'argent, dit-elle. C'est une question de justice. Marcus a détruit ma vie pour son plaisir. Maintenant, je lui rends l'appareil. James hocha lentement la tête. Il t'a fait très mal. Vraiment. Et maintenant, il va apprendre que chaque acte a des conséquences. Et les employés? Plus de 200 personnes travaillent pour cette entreprise. C'était la question que Keisha redoutait. La seule chose qui la faisait hésiter quant à son plan, c'est qu'elle ne voulait pas que des innocents souffrent pour les péchés de Marcus. J'y ai réfléchi. Dit-elle, je veux que tu me promettes de garder autant d'employés que possible. Les seuls qui devraient perdre leur emploi sont Marcus et tous ceux qui l'ont aidé à me trahir. Tu as ma parole. La plupart de ces employés sont des gens compétents qui méritent de toute façon un meilleur leadership. Alors, nous avons un accord. James a sorti un contrat préparé par ses avocats. La vente de sa participation de 50% dans Thomson Industries à Hartwell Industries pour la somme de $1. Lorsque l'associé de Marcus découvrira que son entreprise appartient désormais à son plus grand concurrent, son monde sera complètement détruit. Elle a signé son nom avec soin. Keisha Williams. Pas Thomson. Elle en avait assez d'être définie par le nom de son mari. Il y a encore une chose, dit James. Nous devrons vérifier la légalité de la vente, car les actifs sont actuellement gelés. Le gel des actifs ne concerne que Marcus, dit-elle. J'ai toujours le droit de vendre ma propriété. Mais mon avocat est disponible si vous avez besoin d'une confirmation. Excellent. Cela devrait être finalisé avant la fin de la journée. Keisha lui serra la main et partit. Il n'était que 11 heures du matin et elle avait déjà complètement détruit la vie de son mari. Sa femme l'avait quitté, son amant était en prison et son entreprise allait bientôt appartenir à son ennemi. Elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Libre. Puissani. Comme la femme qu'elle était avant de commettre l'erreur de faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu lui disait « Appelez-moi, s'il vous plaît ». Marcus perd la tête. Il dit des bêtises sur le fait de te récupérer. Il pense que tu lui pardonneras s'il t'explique tout. Il ne comprend pas que c'est fini. Le message venait de la sœur de Tanya,
qui essayait probablement de l'aider à nettoyer le désordre. Mais il n'y avait rien à nettoyer. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Marcus pourrait le supplier et promettre de changer, mais Keisha ne serait jamais assez stupide pour lui faire à nouveau confiance. Elle lui a répondu par SMS, lui disant au revoir. C'est la seule explication qu'il obtient. À midi, Marcus l'avait appelé 47 fois. Keisha le savait, car elle avait rallumé son téléphone juste pour compter les appels manqués. Chaque appel était plus désespéré que le précédent, chaque message vocal plus affolé. Elle ne les écoutait pas, mais elle imaginait ce qu'il disait. Probablement qu'il l'aimait. Probablement qu'il pouvait tout lui expliquer. Il pourrait probablement s'arranger si elle lui parlait. Ça n'avait aucune importance. Elle en avait assez de ses mensonges. Elle déjeunait dans son restaurant préféré du centre-ville lorsque Sarah Bennett l'a appelée pour lui donner des nouvelles. La vente de l'entreprise est finalisée, a-t-elle annoncé. Il y a 20 minutes, Hartwell Industries détenait 51% de Thomson Industries. Marcus n'est plus aux commandes de sa propre entreprise. Comment l'a-t-il découvert? James Hartwell l'a appelé directement pour l'informer du changement de propriétaire. On m'a dit qu'il avait crié si fort que tout le bureau pouvait l'entendre. Keisha sourit en coupant sa salade. Marcus n'avait probablement jamais été crié dessus de sa vie. L'argent de sa famille l'avait protégé de la plupart des conséquences et son charme l'avait tiré d'affaire. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'il subissait les conséquences réelles de ses actes. Et Tanya? Sa demande de caution a été rejetée. Le juge a déclaré qu'elle risquait de s'enfuir. Elle restera en prison jusqu'à son procès. Bien. Keisha but une gorgée de vin. Et maintenant, Marcus a engagé David Chin comme avocat spécialisé en divorce. Il va se battre avec acharnement. David Chin était le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État, connu pour protéger les biens des hommes riches contre leurs ex-femmes. Il était cher, impitoyable et très doué dans son travail. Marcus faisait tout pour sauver sa peau. Laissez-le se battre, dit Keisha. Nous avons le contrat de partenariat. Nous avons les preuves de sa liaison. Nous avons la documentation de tous ses biens. Il peut embaucher qui il veut, mais la loi est de notre côté. Il y a autre chose. Dit Shara. Chin, c'est que tu as piégé Marcus pour qu'il signe le contrat de partenariat. Il dit que tu l'as manipulé. Keisha Hari. Je l'ai manipulé? C'est moi qui lui ai suggéré de lire les petits caractères avant de signer. C'est moi qui lui ai conseillé de le faire examiner par son avocat. Il était trop arrogant pour m'écouter. Pouvez-vous le prouver? Il y avait des témoins à la signature. Son associé était là. Sa secrétaire était là. Ils m'ont tous entendu lui dire de le lire attentivement. Parfait. La stratégie de Chin ne fonctionnera pas si nous pouvons prouver que Marcus a ignoré un bon conseil. Après le déjeuner, Keisha est retournée dans son ancien quartier. L'endroit où elle avait vécu avant de rencontrer Marcus, à l'époque où elle construisait sa carrière et sa vie. L'appartement était petit comparé au manoir qu'elle quittait, mais il lui appartenait. Complètement à elle. Elle avait gardé l'appartement toutes ces années, affirmant à Marcus que c'était un bon investissement. En réalité, c'était son filet de sécurité. Au fond d'elle-même, elle avait toujours su que dépendre entièrement de quelqu'un d'autre était dangereux. Une part d'elle-même avait toujours su qu'elle aurait peut-être besoin d'un endroit où se réfugier. L'appartement était exactement comme elle l'avait laissé. Propre, simple, confortable. Tout ce dont elle avait besoin, rien de superflu. Après 8 ans passés au milieu des objets de valeur de Marcus, la simplicité lui donnait un sentiment de bien-être. Elle s'assit sur le canapé et écouta enfin l'un des messages vocaux de Marcus. « Keisha, bébé, rappelle-moi. Je sais que tu es contrarié, mais on peut arranger ça. Quoi que tu penses que j'ai fait, on peut arranger ça. Je t'aime tellement. Tu es tout pour moi. S'il te plaît, ne gâche pas 8 ans de mariage à cause d'un malentendu. » Un malentendu. C'est ainsi qu'il l'appelait. Une liaison d'1 an avec sa meilleure amie n'était qu'un malentendu. Elle a supprimé le message et en a écouté un autre. Je l'ai viré, d'accord? J'ai viré Tanya. Elle ne travaille plus pour moi. C'est fini entre nous, je te le jure. Ça ne signifiait rien, Keisha. Tu es la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en parler. Il avait renvoyé Tanya après son arrestation. Quelle générosité de sa part. Quelle noblesse de licencier quelqu'un qui était déjà en prison et qui, de toute façon, ne pouvait plus travailler. Le troisième message était différent. Plus colérique. C'est dingue, Keisha. Tu détruis tout ce qu'on a construit ensemble.
Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tu ne peux pas me prendre à moitié de ma compagnie parce que tu es en colère à cause d'une erreur stupide. J'ai fait une erreur de jugement et tu essaies de ruiner ma vie. Ce n'est pas juste. Il était là. Le vrai Marcus. Non pas le mari aimant implorant son pardon, mais l'homme riche et prétentieux, en colère que quelqu'un ait osé le défier. C'était l'homme avec qui elle avait vraiment été mariée depuis le début. Elle effaça tous les messages sans écouter le reste. Elle en avait assez entendu. Sa sonnette retentit à 16 heures. Elle regarda par le Judas et vit Marcus debout dans le couloir, l'air désespéré et épuisé. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux en bataille. C'était probablement le pire jour de sa vie privilégiée. « Je sais que tu es là », cria-t-il à travers la porte. « Ta voiture est garée sur le parking. S'il te plaît, parle-moi 5 minutes. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. » Keisha ne dit rien. Elle resta assise sur son canapé et attendit qu'il parte. « Je t'aime », dit-il d'une voix brisée. « Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'aime tellement. » Tanya ne représentait rien pour moi. C'était juste physique. Ça ne voulait rien dire. Juste physique. Comme si ça arrangeait les choses. Comme si tromper sa femme était acceptable tant qu'on n'aime pas l'autre femme. S'il te plaît, Keisha, je ferai tout pour arranger ça. Je consulterai une conseillère. Je quitterai mon entreprise. Je ferai tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne me quitte pas. Elle faillit rire. Il quitterait l'entreprise, celle qu'il ne contrôlait plus de toute façon. Quelle générosité de sa part de proposer d'abandonner quelque chose qu'il avait déjà perdu. « Je ne peux pas vivre sans toi, » dit-il. « Tu es tout pour moi. S'il vous plaît, ne gâchez pas notre mariage à cause d'une erreur stupide. » Une erreur. Une erreur stupide. Comme si une liaison d'un an n'était qu'un moment d'inconscience. Au bout d'une heure, il est finalement parti. Elle l'a regardé par la fenêtre tandis qu'il montait dans sa voiture et s'éloignait. Ses épaules tremblaient. Il pleurait probablement. Tant mieux. Elle avait versé beaucoup de larmes à cause de lui. C'était maintenant son tour. Son téléphone sonna de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas Marcus. C'était sa sœur Carmen qui appelait de Californie. « Ma belle, que se passe-t-il là-bas? Je viens de voir les infos en ligne. L'entreprise de Marcus Thompson a été vendue, et une femme nommée Tanya a été arrêtée. » Carmen était la seule famille qui restait à Keisha, et la seule personne qui n'avait jamais aimé Marcus. Elle avait toujours dit qu'il était trop doux, trop charmant, trop beau pour être vrai. Elle avait raison. « Je l'ai quitté », dit simplement Keisha. « Il était temps. Qu'a-t-il fait? Il m'a trompé avec Tanya. Pendant plus d'un an. » Carmen resta silencieuse un instant. « Avec ton amie Tanya? Celle qui venait dîner? » « Oui. Ce salaud. Je suis désolé, ma sœur. Je sais que tu l'aimais. Moi aussi. Mais j'en ai assez d'aimer les gens qui ne m'aiment pas en retour. Tant mieux pour toi. Et tu as pris la moitié de son entreprise. J'ai pris ce qui m'appartenait légalement. Il a signé les papiers qui m'en donnaient le droit. Carmenari, tu as toujours été plus intelligent que lui. Il ne s'en est simplement jamais rendu compte. Non, il ne s'en est jamais rendu compte. Il pensait que j'étais juste une jolie femme qui ne causerait jamais de problème. C'était son erreur. Alors, quelle est la prochaine étape? Je vais reconstruire ma vie. Ma vraie vie, pas la fausse vie que je vivais avec lui. Besoin d'aide? Je peux prendre l'avion demain. Non, ça va. Je dois le faire moi-même. Après avoir raccroché, Keisha s'est préparée à dîner et a essayé de planifier la suite des événements. Le divorce prendrait des mois à être finalisé, mais le plus dur était passé. L'entreprise de Marcus a été détruite. Tanya était en prison, mais elle était libre. Demain, elle chercherait un nouvel emploi. Elle était au chômage depuis 8 ans, mais elle avait encore des compétences. Elle avait encore des relations. Elle reconstruirait sa carrière à partir de zéro s'il le fallait. Son téléphone vibra, un SMS de Marcus lui parvint. « Je ne renonce pas. J'attendrai le temps qu'il faudra pour que tu me pardonnes. Je t'aime. » Elle a bloqué son numéro et est allée se coucher dans son propre lit, dans son appartement, pour la première fois depuis 8 ans. Elle a mieux dormi qu'avant d'apprendre sa liaison. Les informations du matin étaient pleines d'histoires sur Thompson Industries, une entreprise locale vendue par surprise. Un homme d'affaires perd le contrôle de l'empire familial. Un rachat d'entreprise choque le monde des affaires. L'humiliation de Marcus était désormais publique, diffusée dans toute la ville aux yeux de tous. Keisha suivait la couverture tout en buvant son café dans sa cuisine simple. Les journalistes parlaient d'une OPA hostile, mais ils ignoraient à quel point elle était hostile.
Ils ignoraient que la femme de l'homme avait orchestré sa destruction. Son téléphone a sonné à 8 heures du matin. Sarah Bennett avait une nouvelle. L'avocat de Marcus a déposé une requête en urgence pour interrompre la procédure de divorce, a déclaré Sarah. Il prétend que vous êtes mentalement instable et incapable de prendre des décisions importantes. Mentalment unstable? Keishari. C'est sa stratégie? C'est un coup désespéré. Il essaie de vous faire déclarer temporairement incompétent pour reprendre le contrôle des actifs. Ça marchera? Aucune chance. Nous avons des documents sur votre planification, vos réunions avec les avocats, vos décisions commerciales. Vous avez parfaitement fonctionné. Vous êtes même plus compétent maintenant que vous ne l'avez été depuis des années. Keisha acquiesca. Elle se sentait plus vive, plus concentrée, plus elle-même que depuis son mariage. Quitter Marcus avait été comme se réveiller d'un long rêve. Il y a une audience au tribunal cet après-midi, continua Sarah. Tu devras te présenter devant le juge pour répondre à la requête. Jotaigriega Serai. À 10 heures du matin, elle s'est rendue au bureau de chômage pour déposer sa demande d'allocation. C'était une leçon d'humilité de faire la queue avec des personnes ayant perdu leur emploi, sachant qu'elle avait choisi d'abandonner sa carrière. Mais c'était aussi une libération. Elle prenait un nouveau départ, construisant une nouvelle vie à sa façon. La femme derrière le comptoir s'est montrée compréhensive lorsqu'elle lui a expliqué sa situation. 8 ans sans emploi, c'est long, a-t-elle dit. Mais vous avez une bonne expérience. Le poste de vice-président marketing est impressionnant. J'espère que quelqu'un voudra encore m'embaucher. Oh, chérie, avec ton parcours, ça ira. Ça prendra peut-être quelques mois pour trouver le poste idéal, mais tu trouveras quelque chose. Ensuite, elle est allée à la bibliothèque pour mettre à jour son CV. C'était étrange d'écrire ses réussites d'il y a si longtemps, mais les voir sur papier lui rappelaient qui elle était. Elle avait été bonne dans son travail. Vraiment bonne. Elle avait géré des campagnes de plusieurs millions de dollars, dirigé des équipes de 20 personnes et augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise de 30% en 2 ans. Elle avait été quelqu'un d'important avant Marcus. Elle pouvait redevenir quelqu'un d'important. À 14 heures, elle arriva au tribunal pour l'audience d'urgence. Marcus était déjà là avec son avocat, David Chin. Il avait l'air en piteux état. Sa peau était pâle, ses yeux rougis par le manque de sommeil. Lorsqu'il la vit, il voulut se lever, mais Chin le tira vers le bas. Madame Thompson, a déclaré le juge Martinez au début de l'audience. Je comprends que votre mari prétend que vous n'êtes pas mentalement capable de prendre des décisions financières importantes. Que répondez-vous à cela? Keisa se leva calmement. Elle portait son plus beau tailleur, les cheveux tirés en arrière avec soin. Elle avait tout de la femme d'affaires prospère qu'elle avait été. Votre honneur, je n'ai jamais été aussi compétente mentalement de ma vie, dit-elle. Pendant 8 ans, j'ai laissé mon mari prendre toutes nos décisions importantes. Je lui faisais entièrement confiance, et il l'a trahi. Décider de le quitter et de protéger mes intérêts financiers a été la décision la plus sensée que j'ai jamais prise. Madame Thompson, pouvez-vous nous expliquer la transaction commerciale que votre mari conteste? Il y a 6 mois, mon mari m'a demandé de signer un contrat de partenariat me donnant une autorité égale sur les décisions commerciales. Je lui ai conseillé de lire les petits caractères et de les faire relire par son avocat. Il a refusé, prétextant qu'il me faisait confiance. Lorsque j'ai découvert sa liaison la semaine dernière, j'ai exercé mes droits légaux en vertu de cet accord. Le juge Martinez a examiné les documents fournis par Sarah. Monsieur Chin, avez-vous des preuves que votre client a été contraint ou trompé pour signer cet accord? David Chin s'est levé. Votre honneur, mon client a été manipulé par une femme qui cherchait à le détruire dès le début. Avez-vous des preuves de cette planification datant d'il y a 6 mois? Chin, reste à silencieux un instant. Non, votre honneur. Madame Thompson, avez-vous des preuves que vous avez conseillé à votre mari d'examiner attentivement l'accord? Sarah tendit une pile de documents au juge. Votre honneur, nous avons recueilli les témoignages de 3 témoins présents à la signature. Tous ont confirmé que Madame Thompson avait conseillé à son mari de lire l'accord et de consulter son avocat. Le juge a rapidement examiné ces témoignages. Monsieur Thompson, dit-elle en regardant Marcus, pourquoi n'avez-vous pas lu l'accord avant de le signer? Marcus se leva en tremblant. J'avais confiance en ma femme, votre honneur. Je n'aurais jamais pensé qu'elle l'utiliserait contre moi. Mais elle t'a conseillé de le lire? Oui, mais... Et tu as choisi de ne pas suivre ce conseil? Oui.
Le juge Martinez a classé le dossier. La requête a été rejetée. Madame Thompson semble pleinement compétente et agit dans le respect de ses droits. La procédure de divorce se poursuivra comme prévu. Marcus s'affala sur sa chaise comme s'il avait été frappé. Chin lui murmura quelque chose à l'oreille, lui disant probablement que ce n'était que la première bataille d'une longue guerre. En quittant la salle d'audience, Marcus tenta de l'aborder. « Keisha, s'il te plaît, on peut parler 5 minutes? Loin des avocats, juste toi et moi ?» Elle le regarda un long moment. Il avait l'air si désespéré, si brisé. Une partie d'elle-même se sentait presque désolée pour lui. Presque. Il n'y a rien à dire à propos de Marcus. Tu as fait ton choix en me trompant. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. C'était une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait au magasin. Être en retard au dîner est une erreur. Avoir une liaison pendant plus d'1 an tout en mentant à sa femme tous les jours n'est pas une erreur. C'est un choix. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes que quelqu'un prenne soin de toi. Tu aimes que quelqu'un te simplifie la vie. Tu aimes avoir quelqu'un qui ne te remet jamais en question, ni ne te défie. Mais tu ne m'aimes pas, car si tu l'avais fait, tu n'aurais jamais pu me faire autant de mal. Elle s'éloigna avant qu'il puisse répondre. Elle l'entendit l'appeler, mais elle ne se retourna pas. Elle en avait assez de se retourner. Ce soir-là, elle reçut un appel de James Hartwell. La fusion était finalisée, déclara-t-il. Thomson Industries n'existait plus en tant qu'entreprise indépendante. Tous les employés se sont vus proposer des postes chez Hartwell Industries à leur salaire actuel. Qu'en est-il de Marcus? On lui a proposé un poste de consultant marketing junior, au même niveau qu'il occupait il y a 15 ans. Keisha Surratt. Passer de propriétaire d'entreprise à consultante junior en une seule journée, cela devait lui faire plus de mal que de perdre son argent. Va-t-il l'accepter? Probablement pas. Les hommes comme lui supportent mal les retours en arrière. Que va-t-il faire? Je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est plus ton problème. Il avait raison. L'avenir de Marcus n'était pas son problème. Elle avait son propre avenir à gérer, sa propre vie à reconstruire. Elle avait passé 8 ans à faire de ses problèmes les siens. Cette époque était révolue. Elle a passé la soirée à postuler en ligne. Principalement des postes en marketing, mais aussi du conseil et quelques missions dans le secteur associatif. Elle avait oublié à quel point il pouvait être passionnant d'imaginer de nouvelles possibilités, de nouveaux défis, de nouvelles façons d'utiliser ses compétences. Son téléphone a vibré, un SMS provenant d'un numéro inconnu a retenti. Ici David Chin. Mon client souhaite discuter d'un arrangement à l'amiable. Êtes-vous prêt à négocier? Elle a répondu, il n'y a rien à négocier. Il peut récupérer ses effets personnels et la moitié de ce qui reste après le paiement des dettes de l'entreprise. Tout le reste est à moi. Ce n'est pas raisonnable. Il a bâti cette entreprise avec mon soutien. J'ai abandonné ma carrière pour l'aider à réussir. J'ai gagné chaque centime. Il est prêt à te verser une pension alimentaire. Je ne veux pas de son argent tous les mois pour le restant de mes jours. Je veux ma part maintenant pour pouvoir tout recommencer. Le téléphone est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Puis il dit qu'il acceptera tes conditions si tu le revois une dernière fois. Juste pour discuter. Keisha fixa le message un long moment. Une part d'elle était curieuse de ce qu'il allait dire. Une autre se demandait s'il avait enfin réalisé ce qu'il avait perdu. Mais une part plus profonde d'elle savait que le revoir serait une erreur. Il ne pouvait rien dire qui puisse changer ce qu'il avait fait. Il ne pouvait rien promettre qu'elle croirait à nouveau un jour. Elle répondit « Non. Les avocats peuvent tout gérer à partir de maintenant. » Puis elle éteignit son téléphone et alla se coucher. Demain, elle commencerait sa nouvelle vie. Ce soir-là, elle dormirait paisiblement, sachant qu'elle avait enfin pris sa défense. 3 semaines plus tard, Keisha obtenait son premier entretien d'embauche. Il s'agissait d'un poste de directrice marketing dans une association qui aidait les femmes à créer leur entreprise. L'ironie ne lui échappait pas, aidant d'autres femmes à devenir indépendantes tandis qu'elle reconstruisait la sienne. L'entretien s'est bien déroulé. La réalisatrice, une certaine Patricia, semblait impressionnée par son parcours. 8 ans sans emploi, c'est inquiétant, a déclaré Patricia avec honnêteté. Mais votre expérience est excellente et, franchement, nous avons besoin de quelqu'un avec votre niveau d'expertise. Je comprends votre inquiétude. Mais j'ai étudié les tendances marketing actuelles en suivant des cours en ligne et en mettant à jour mes compétences. Je suis prête à travailler dur et à faire mes preuves. Pourquoi ce travail?
Pourquoi pas un métier en entreprise où l'on gagnerait plus d'argent? Keisha a bien réfléchi à la question. Parce que je sais ce que c'est que de dépendre de quelqu'un d'autre pour tout. Je sais combien il peut être dangereux d'abandonner son propre pouvoir. Si je peux aider d'autres femmes à éviter cette erreur, alors mon expérience aura été précieuse. Patricia Surratt. Quand peux-tu commencer? Le salaire était inférieur à la moitié de celui qu'elle gagnait à son ancien emploi, mais c'était suffisant pour vivre. Et surtout, c'était le sien. Elle gagnerait de l'argent grâce à son propre travail, ses compétences et ses efforts. Elle appela Sarah Bennett pour lui annoncer la bonne nouvelle. Felicitations, dit Sarah. Au fait, le divorce est presque finalisé. Marcus a accepté toutes tes conditions. Toutes? Tout. Il récupère ses biens personnels et la moitié de ce qui reste après le règlement des dettes de l'entreprise. Vous récupérez la maison, les voitures, les comptes de placement et votre part de la vente de l'entreprise. Il a également accepté de payer tous les frais de justice. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Je crois qu'il a finalement compris qu'il n'avait pas le choix. David Chin lui a probablement dit qu'il perdrait encore plus s'il continuait à se battre. Après avoir raccroché, Keisha est allée à la maison qu'elle partageait avec Marcus. Elle devait faire ses bagages et décider quoi faire du reste. La maison lui semblait vide et froide, comme le musée d'une vie disparue. Elle traversa chaque pièce en se remémorant tous les rêves qu'elle avait construits ici. La cuisine où elle avait cuisiné les plats préférés de Marcus. Le salon où ils avaient organisé des dîners. La chambre où elle avait cru qu'ils construisaient une vie ensemble. Tout cela lui semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Comme une histoire qu'elle aurait lue sur différentes personnes. Dans la chambre principale, elle trouva une lettre sur son oreiller. L'écriture de Marcus, son nom sur l'enveloppe. Elle faillit la jeter sans la lire, mais la curiosité l'emporta. Keisha, commençait la lettre. Je sais que tu ne veux ni me voir ni me parler, mais il fallait que j'écrive ça. Il fallait que j'essaie encore une fois de te faire comprendre à quel point je suis désolé. Elle s'assit sur le lit et continua sa lecture. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je sais que j'ai détruit tout ce qu'il y avait de bon entre nous. Je sais que je t'ai blessé d'une manière irréparable. Mais je veux que tu saches que te perdre a été la pire chose qui me soit arrivée. La lettre s'étendait sur 3 pages. Marcus s'excusait, Marcus s'expliquait, Marcus implorait une autre chance. Il a promis de suivre une thérapie. Il a promis de changer. Il a promis de passer le reste de sa vie à se racheter. Je sais que tu penses que je ne t'aime pas vraiment, a-t-il écrit. Mais tu as tort. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. J'étais trop stupide et égoïste pour réaliser ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance de te prouver que je peux être le mari que tu mérites. Keisha lut la lettre 2 fois, puis la remit dans l'enveloppe. Marcus semblait sincere. Il semblait brisé, désolé et désespéré de réparer les choses. L'espace d'un instant, elle se sentit presque désolée pour lui. Puis elle se souvint des images de la caméra de sécurité. Marcus et Tanya dans son bureau, s'embrassant comme des adolescents. Marcus et Tanya dans des restaurants chics, riant ensemble pendant que sa femme attendait à la maison. Marcus et Tanya dans des chambres d'hôtel, faisant l'amour pendant que sa femme organisait des événements caritatifs pour le mettre en valeur. Elle déchira la lettre et la jeta à la poubelle. Les mots étaient faciles. Les promesses étaient faciles. Mais les actes révélaient qui étaient vraiment les gens, et les actions de Marcus lui avaient révélé tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Le soir, elle avait emporté tout ce qui comptait pour elle. C'était moins que ce à quoi elle s'attendait. Après 8 ans de mariage, la plupart de ses désirs tenaient dans une douzaine de cartons. Le reste n'était que des objets coûteux qui ne lui avaient jamais vraiment appartenu. Elle chargeait le dernier carton dans sa voiture lorsqu'une voix familière l'appela. « Keisha, c'est vraiment toi ?» Elle se retourna et vit son ancien collègue Mike Davison qui marchait vers elle depuis l'autre côté de la rue. Il avait la même apparence qu'il y a 8 ans, avec peut-être un peu plus de cheveux gris. « Mike, que fais-tu dans ce quartier? »« J'habite ici maintenant. J'ai acheté une maison il y a environ 6 mois. » Il regarda les cartons dans sa voiture. « Tu déménages? » Quelque chose comme ça. Elle ne voulait pas expliquer toute la situation à quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Thomson Industries. C'était une affaire sérieuse. James Hartwell l'a parfaitement exécutée. Mike ignorait totalement que c'était elle qui avait orchestré toute l'affaire. Aux yeux du monde extérieur, cela ressemblait simplement à une décision commerciale judicieuse de la part de Hartwell. Les affaires sont les affaires,
disait-elle. Oui, je suppose. Tu travailles quelque part en ce moment? Je me souviens que tu étais brillant en marketing. On aurait besoin de quelqu'un avec tes compétences dans mon entreprise. En fait, je viens de trouver un travail. Ça commence lundi. C'est super. Où ça? Au Centre de développement des entreprises pour les femmes. Je vais devenir leur nouvelle directrice marketing. Mike Parrott surprise. C'est un grand pas en avant par rapport à ce que tu étais avant. De vice-présidente à directrice, d'entreprise à association. Tu es sûr de ça? C'était la même question que tout le monde lui poserait probablement. Pourquoi se contentait-elle de moi? Pourquoi n'essayait-elle pas de revenir à son point de départ? J'en suis sûr, dit-elle. Parfois, recommencer signifie commencer plus petit. Mais cela signifie aussi commencer honnêtement. Mike hocha la tête comme s'il comprenait, même si elle était sûre du contraire. Si jamais tu changes d'avis, appelle-moi. Je suis vice-président marketing chez Consolidated Systems. Nous sommes toujours à la recherche de talents. Après son départ, Keisha est restée quelques minutes dans sa voiture, réfléchissant à ce qu'il avait dit. Elle pourrait probablement y arriver si elle le voulait. Peut-être pas exactement le même poste, mais quelque chose de proche. Un emploi bien rémunéré, synonyme de statut et de respect. Mais elle ne voulait pas retrouver son ancienne vie. Son ancienne vie avait été bâtie sur les fondations du succès d'autrui. Sa nouvelle vie se bâtirait sur les siennes, brique par brique, décision après décision. Elle retourna à son appartement et passa la soirée à déballer ses cartons et à ranger ses meubles. C'était un petit espace, mais il lui appartenait. Chaque meuble, chaque décoration, chaque choix lui appartenait entièrement. Son téléphone a sonné à 21h. Un numéro inconnu, mais elle a quand même répondu. Keisha? C'est Tanya. Elle a failli raccrocher immédiatement. La dernière personne à qui elle voulait parler était la femme qui avait contribué à détruire son mariage. J'appelle de prison, poursuivit Tanya rapidement. Je sais que tu ne veux pas de mes nouvelles, mais il fallait que j'appelle. Je devais te dire à quel point je suis désolé. Être désolé ne change rien. Je sais que non. Mais sachez que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Au départ, c'était juste. Je ne connais pas l'excitation. Le frisson de faire quelque chose d'interdit. Je n'avais jamais eu l'intention de tomber amoureuse de lui. Tomber amoureuse de lui. Ce n'était donc pas seulement physique, malgré ce que Marcus avait dit dans ses messages. Tu étais mon ami, avait dit Keisha. Je t'ai fait confiance. Je t'ai accueilli chez moi. Je sais, je t'ai trahi de la pire des manières. Je me déteste pour ça. Bien, tu devrais te détester. Tanya pleurait. J'ai tout perdu. Mon travail, ma liberté, ma réputation. Tout. Et Marcus ne veut même plus me parler. Il agit comme si je l'avais séduit, comme si c'était mon idée. N'est-ce pas? Non. Il m'a courtisé. Il m'a dit que son mariage était terminé, que vous restiez ensemble juste pour les apparences. Il a dit que tu ne l'aimais plus, que tu étais froide et distante. Il m'a fait croire que je le sauvais d'un mariage sans amour. Keisha avait l'impression d'avoir reçu une gifle. Il a dit que j'étais froide et distante? Oui. Il a dit que tu ne lui parlais plus, que tu ne lui témoignais plus d'affection. Il a dit que vous étiez plus comme des colocataires que comme un mari et une femme. Ces mensonges étaient stupéfiants. Keisha avait aimé Marcus de tout son cœur, lui avait tout donné. Elle avait été affectueuse, encourageante et dévouée. Si elle s'était montrée distante ces derniers temps, c'était simplement parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenait pas à comprendre quoi. Ce n'est pas vrai, disait-elle. Rien de tout cela n'est vrai. Je le sais maintenant. Je vois combien tu l'aimais à la façon dont tu te bats pour lui rendre l'appareil. Une femme ne détruit pas la vie de quelqu'un à moins qu'il ne représente tout pour elle. Keisha resta silencieuse un instant. Tanya avait raison sur ce point au moins. Elle n'avait pas poursuivi Marcus par haine. Elle l'avait poursuivi parce qu'elle l'aimait tellement que sa trahison avait failli la détruire. Je vais en prison, continua Tanya, probablement pour 2 ans, peut-être plus. J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Mais je le méritais. Ce que je t'ai fait était impardonnable. Oui, c'était le cas. Puis-je faire quelque chose? Comment arranger ça? Non, tu ne peux rien faire. Le mal est fait. Pourras-tu un jour me pardonner? Keisha réfléchit honnêtement à la question. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui, ni de sitôt. You comprends? Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Et je voulais que tu saches la vérité sur la façon dont tout a commencé. Marcus nous a menti, à tous les deux. Après que Tanya eut raccroché, Keisha,
assise dans son appartement silencieux, réfléchissait à ce qu'elle avait appris. Marcus ne l'avait pas seulement trompée. Il avait menti à son amant, la dépeignant comme une épouse froide et sans amour pour justifier sa liaison. Il avait réécrit leur mariage dans son esprit pour se faire passer pour une victime. Cet appel avait répondu à une question qui la tracassait. Elle se demandait si Marcus aimait vraiment Tanya, si leur liaison était due à des sentiments sincères ou à une simple attirance physique. Maintenant, elle connaissait la vérité. Il s'agissait de l'ego de Marcus. Il avait apprécié que deux femmes se disputent son attention, il avait apprécié d'être le centre de leurs deux mondes. Il n'avait jamais aimé ni l'un ni l'autre. Il ne s'était aimé que lui-même. Le lendemain matin, elle commença son nouveau travail. Le centre de développement des entreprises pour femmes se trouvait dans un ancien entrepôt du centre-ville, lumineux et moderne, avec une énergie qui lui rappelait pourquoi elle avait aimé travailler. Patricia lui a fait visiter les bureaux et lui a présenté l'équipe, petite mais dévouée. Nous aidons environ 200 femmes par an à créer leur propre entreprise, a expliqué Patricia. Des boulangeries aux startups technologiques, votre mission sera de les aider à se vendre efficacement. Quel est leur plus grand défi? La confiance en soi, principalement. Beaucoup de ces femmes n'ont plus d'emploi ou ont soutenu les rêves d'autrui plutôt que les leurs. Elles ont de bonnes idées et de solides compétences, mais elles manquent de confiance en elles. Kasha Akwiaska. Elle comprenait ce défi mieux que quiconque. Sa première cliente était une femme nommée Rosa Martinez qui souhaitait créer une entreprise de restauration. Rosa était mère au foyer depuis 15 ans, mais son mari l'avait quittée pour une femme plus jeune et elle devait subvenir à ses besoins et à ceux de ses 3 enfants. « Je sais cuisiner », a dit Rosa lors de leur rencontre. « Je sais cuisiner, mais je n'y connais rien en marketing, en publicité ou en prospection de clients. Parlez-moi de votre cuisine. Qu'est-ce qui le rend spécial? » Le visage de Rosa s'est illuminé. « Je cuisine des plats mexicains traditionnels, mais avec ma touche personnelle. Des recettes que ma grand-mère m'a apprises, mais adaptées au goût moderne. Des ingrédients plus sains, des portions plus petites, une belle présentation. Ça a l'air génial. Avez-vous déjà cuisiné pour quelqu'un d'autre que votre famille? Je prépare des repas pour les événements de mon église depuis des années. Tout le monde me demande toujours mes recettes. Parfait. C'est le point de départ. Le bouche à oreille de personnes qui apprécient déjà votre cuisine. Elle consacre 1 heure à élaborer un plan marketing de base, une stratégie pour les réseaux sociaux, un site web simple, des cartes de visite à distribuer lors d'événements religieux et communautaires. Rien de compliqué ni de coûteux, juste des étapes pratiques pour construire une base. Tu crois vraiment que je peux faire ça? Demanda Rosa une fois la tâche terminée. Je sais que tu peux le faire. Vous avez un produit recherché, une communauté qui vous soutient et la motivation pour réussir. C'est plus que ce que beaucoup d'entreprises ont au départ. Au départ de Rosa, Keisha a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Objectif. Elle aidait quelqu'un à construire quelque chose de concret, quelque chose qui subviendrait aux besoins de sa famille et lui donnerait son indépendance. C'était bien mieux que d'organiser des événements caritatifs pour faire bonne figure à son mari. Au déjeuner, elle a reçu un appel de Sarah Bennett. Le divorce est officiellement prononcé, a déclaré Sarah. Félicitations, vous êtes une femme libre. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'en penses-tu? Keisha regardait par la fenêtre la rue animée en contrebas. Les gens vaquaient à leurs occupations, construisaient leur carrière, poursuivaient leurs rêves, faisaient leurs propres choix quant à qui aimer et à qui faire confiance. Je me sens redevenue moi-même, dit-elle. Bien. Au fait, vous avez obtenu un joli dédommagement. Après tous les frais juridiques et les dettes commerciales, vous repartez avec environ 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. De quoi ne plus jamais travailler si elle était prudente. De quoi s'acheter une grande maison, des voitures de luxe et tout ce qui était censé rendre les gens heureux. Je vais investir la majeure partie, a-t-elle dit. Gardons un peu pour les urgences, mais place le reste dans des fonds indiciels et oublie ça. Et la maison? Ben cela. Je ne veux plus y vivre. As-tu des regrets sur ta gestion? Keisha a réfléchi à la question. L'entreprise de Marcus avait disparu, sa réputation était ruinée, son argent lui appartenait désormais en grande partie. Tanya était en prison. Elle avait obtenu sa vengeance de manière complète et définitive. Non, dit-elle. Aucun regret. Ils ont fait leur choix et j'ai fait les miens. Ce soir-là, elle s'offrit un dîner dans un bon restaurant. Non pas pour célébrer l'argent ou une revanche réussie,
mais pour quelque chose de bien plus important. Elle célébrait le fait d'être libre. Libérée d'un mariage fondé sur des mensonges. Libérée d'une vie qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Libre de faire ses propres choix, de faire ses propres erreurs, de faire ses propres succès. En mangeant, elle pensait à Rosa Martinez et aux dizaines d'autres femmes qu'elle aiderait au cours des prochains mois. Des femmes trahies, abandonnées ou tout simplement oubliées par ceux qui étaient censés les aimer. Des femmes prêtes à construire quelque chose de nouveau, de vrai et de complètement personnel. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu arriva. J'appris le divorce. Désolé que ça n'ait pas marché. Si tu veux parler, je suis là. Mike Davidson. Elle sourit et supprima le message. Elle était sûre que Mike était un homme bien et qu'un jour, peut-être, elle serait prête à faire à nouveau confiance à quelqu'un. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle était parfaitement heureuse d'être seule, indépendante et maîtresse de sa vie. Pour la première fois depuis 8 ans, elle était parfaitement à sa place. 6 mois après son arrivée à son poste, Keisha avait aidé 37 femmes à créer leur propre entreprise. Elle suivait chaque réussite, chaque femme passée de la dépendance à l'indépendance, de la peur à la confiance, de la rupture à la plénitude. L'entreprise de traiteur de Rosa Martinez était florissante. Elle comptait 3 clients professionnels réguliers et affichait un carnet d'adresses complet pour ses événements du week-end. Elle avait embauché 2 employés à temps partiel et cherchait à louer un espace de cuisine commerciale. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire ça, lui avait confié Rosa lors de leur dernière rencontre. Après le départ de mon mari, je me suis sentie complètement perdue. Mais maintenant, je me sens plus forte que jamais. C'était le sentiment que Keisha appréciait le plus dans son nouveau travail. Voir les femmes découvrir leurs forces, leurs capacités, leurs valeurs. Cela lui rappelait son propre parcours, d'épouse brisée à femme indépendante. Le centre de développement des entreprises pour les femmes s'était développé pendant son séjour. Ses programmes avaient été élargis, ses financements accrus et son aide avait doublé pour les femmes que l'année précédente. Patricia avait accordé la plus grande partie du mérite à Keisha. « Tu as un don pour ça ?» avait-elle déclaré lors de son bilan semestriel. « Tu comprends ces femmes parce que tu les as vécues. » C'était vrai. Elle comprenait ce que l'on ressentait lorsqu'on se réveillait un matin et réalisait que sa vie entière avait été bâtie autour des rêves de quelqu'un d'autre. Elle comprenait la peur de tout recommencer, le doute d'être assez fort pour réussir seule. Mais elle comprenait aussi l'incroyable liberté que procure l'indépendance. La tranquillité de savoir que sa réussite ou son échec dépendait entièrement de soi. Sa vie personnelle était tranquille, mais épanouissante. Elle avait son petit appartement, sa routine simple, son travail important. Elle avait commencé à prendre des cours de peinture le week-end, une activité qu'elle avait toujours voulu essayer, mais qu'elle n'avait jamais eu le temps de faire lorsqu'elle était occupée à être l'épouse parfaite. Elle avait aussi commencé à fréquenter des gens, avec prudence et prudence. Rien de sérieux, juste des rendez-vous café et des dîners décontractés avec des hommes rencontrés par des amis ou en ligne. Elle n'était pas prête pour quelque chose de sérieux, et ne le serait peut-être plus jamais. Mais c'était agréable de se rappeler qu'elle était toujours attirante, toujours intéressante, toujours capable de créer des liens. Marcus avait tenté de la contacter à plusieurs reprises au cours des 6 mois écoulés. Appels, SMS, courriels, et même quelques lettres déposées à son bureau. Elle les avait tous ignorés. Il ne pouvait rien dire qui changerait ce qui s'était passé, rien qu'il puisse lui promettre qu'elle croirait à nouveau un jour. Selon Sarah Bennett, il avait accepté un emploi dans une petite agence de marketing dans une autre ville. Salaire de départ, poste de débutant, un véritable redémarrage de sa carrière. Le puissant était tombé bien bas. Tania était toujours en prison. Elle avait plaidé coupable de détournement de fonds et avait été condamnée à 2 ans de prison. Keisha essayait de ne pas penser à elle, mais parfois elle se demandait si la prison lui avait appris quelque chose sur les conséquences de trahir ceux qui vous font confiance. Un jeudi soir d'octobre, Keisha travaillait tard au bureau lorsque son téléphone sonna. L'afficheur indiquait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais quelque chose la poussa à répondre. « Keisha Williams ?» La voix était celle d'un professionnel. « Oui, c'est Keisha. Voici l'inspecteur Parker. Nous nous sommes rencontrés il y a plusieurs mois au sujet de l'affaire de détournement de fonds. Je m'en souviens. Y a-t-il un problème? Pas vraiment, mais je voulais vous donner quelques informations. Marcus Thompson a été arrêté cet après-midi. Keisha sentit son estomac s'enouer. Malgré tout ce qui s'était passé entre eux,
Elle ne voulait pas que Marcus ait de graves ennuis. Elle voulait juste qu'il la laisse tranquille. Arrêter pourquoi? Fraude. Il a monté des escroqueries à l'investissement, détournant l'argent de clients âgés pour ses dépenses personnelles. Nous enquêtons sur lui depuis 3 mois. Combien d'argent? Environ un demi-million de dollars pour l'instant. Peut-être plus si nous creusons plus profondément. Keisha ferma les yeux. Marcus était passé du statut d'homme d'affaires prospère à celui de criminel désespéré en moins d'1 an. La chute avait été encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que son avocat prétend que son comportement criminel a commencé après son divorce. Il essaie d'utiliser son état mental comme défense, affirmant que la rupture de son mariage l'a poussé à faire des choix désespérés. C'est ridicule. Je suis d'accord. On ne devient pas criminel du jour au lendemain. Mais je voulais que tu le saches au cas où son avocat essaierait de te contacter ou de te citer à comparaître comme témoin. Après que l'inspecteur Parker eut raccroché, Keisha, assise dans son bureau vide, réfléchissait à ce qu'elle avait appris. Marcus n'était pas seulement ruiné, il devenait un criminel. L'homme qu'elle avait aimé, à qui elle avait confié toute sa vie, volait l'argent des personnes âgées qui lui confiaient leur épargne retraite. Elle se sentait triste, mais pas coupable. Elle n'avait pas fait de Marcus un criminel. Elle avait simplement cessé de le protéger des conséquences de ses choix. S'il avait choisi de régler ses problèmes en commettant des crimes, c'était de sa faute, pas d'elle. Son téléphone vibra, un SMS de Sarah Bennett retentit, elle apprit les nouvelles concernant Marcus. « Ça va ?» Elle répondit, « Je vais bien. » Ce n'était plus mon problème. Et elle le pensait. Les problèmes de Marcus n'étaient pas les siens. Ses choix n'étaient pas sa responsabilité. Son avenir ne la concernait pas. Elle avait passé 8 ans à lui faciliter la vie, à faire disparaître ses problèmes, à le protéger des conséquences. Cette époque était révolue. Le lendemain matin, elle arriva tôt au travail et trouva un petit paquet sur son bureau. Pas d'adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur se trouvait un téléphone portable avec un mot, un message. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. » Elle a failli jeter le téléphone sans l'allumer. Elle ne voulait pas entendre Marcus, ne voulait pas être entraînée dans ses mésaventures. Mais la curiosité l'emporta. Elle alluma le téléphone et trouva un message vocal. La voix de Marcus, mais différente. Fatiguée. Défaite. Keisha, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais je vais probablement aller en prison et c'est peut-être ma dernière chance de te dire la vérité. La vérité surtout. Elle a failli effacer le message sur le champ, mais quelque chose dans sa voix l'a poussée à continuer à l'écouter. Tu avais raison à mon sujet. Tu avais raison surtout. Je suis égoïste et faible, et je ne t'ai jamais mérité. Mais je veux que tu saches que je t'aimais. Je sais que mes actes ont prouvé le contraire, mais je t'aimais de la seule façon que je connaissais. Il y eut un long silence, et elle l'entendit respirer. Ma liaison avec Tanya a commencé parce que j'avais peur. Peur que tu sois trop bien pour moi, peur que tu réalises que tu méritais mieux et que tu me quittes. Alors j'ai tout saboté en premier. Je sais que ça paraît faux, mais c'est la vérité. J'ai détruit la meilleure chose de ma vie parce que j'avais peur de la perdre. Nouvelle pause. Je ne te demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne te demande pas de me reprendre. Je sais que le navire a pris la mer. Je voulais juste que tu saches que ta perte m'a appris à quoi devait ressembler le véritable amour. Il devait ressembler à la façon dont tu m'aimais. Complètement, honnêtement, généreusement. Je ne t'ai jamais aimé de cette façon et c'est mon plus grand regret. Le message continua pendant 1 minute, Marcus s'excusant, expliquant et assumant ses choix. Il semblait sincère, peut-être pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu le mérites, » dit-il à la fin. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui appréciera le don que tu représentes. Je suis désolé qu'il ait fallu que je te perde pour réaliser ce que j'avais. » Le message s'est terminé et Keisha est restée assise à fixer le téléphone un long moment. C'étaient les excuses qu'elle avait voulu entendre des mois auparavant, l'honnêteté dont elle avait besoin de sa part. Il était trop tard pour changer quoi que ce soit, mais au moins, elle savait que Marcus comprenait ce qu'il avait fait. Elle effaça le message et jeta le téléphone à la poubelle. Puis elle se remit à aider les femmes à construire leur vie, leur avenir et leur indépendance. Cet après-midi-là, elle avait rendez-vous avec une nouvelle cliente. Une femme nommée Jennifer, mariée depuis 12 ans à un homme qui contrôlait tous les aspects de sa vie. Jennifer avait enfin trouvé le courage de partir, mais elle n'avait aucune compétence professionnelle,
pas d'argent et aucune idée de comment subvenir à ses besoins. Je me sens tellement stupide, dit Jennifer. J'ai un diplôme universitaire, mais je n'ai pas travaillé depuis plus de 10 ans. Qui va m'embaucher? Tu serais surprise, dit Keisha. Que as-tu étudié à l'université? Comptabilité. J'étais plutôt bon dans ce domaine. Parfait. Toute petite entreprise a besoin d'aide pour sa comptabilité. Nous pouvons vous aider à démarrer avec des clients à temps partiel, à développer votre confiance et à étoffer votre CV. Vous croyez vraiment que je peux y arriver? Keisha regarda Jennifer et se revit un an plus tôt. Effrayée, incertaine, convaincue d'être trop vieille et trop inexpérimentée pour tout recommencer. Je sais que tu peux y arriver. Il y a un an, j'étais assise là où tu es maintenant. Divorcée, je recommence ma vie, terrifiée d'avoir attendu trop longtemps pour reprendre ma vie en main. Mais me voilà, plus heureuse que jamais. Qu'est-il arrivé à votre ex-mari? Il a fait de mauvais choix et il en subit maintenant les conséquences. Mais ce n'est plus mon histoire. Mon histoire, c'est ce que j'ai construit après l'avoir quitté. Jennifer sourit pour la première fois depuis son arrivée au bureau. J'aime ça. Je veux que mon histoire parle de ce qui vient après, pas de ce qui est arrivé avant. Exactement. Le passé n'est qu'une information. Il ne prédit pas l'avenir. Au départ de Jennifer, Keisha a ressenti la même satisfaction qu'à chaque fois qu'elle aidait quelqu'un à faire le premier pas vers l'indépendance. C'était sa vocation, son but, la raison pour laquelle elle avait traversé tout cela avec Marcus. Elle avait été brisée pour apprendre à guérir. Elle avait été trahie pour apprendre à se faire confiance. Elle avait tout perdu pour découvrir ce qui comptait vraiment. Son téléphone sonna alors qu'elle s'apprêtait à partir. La voix de Patricia exprimait son excitation. « Keisha, je viens d'avoir la Fondation Morrison au téléphone. Ils souhaitent financer une expansion majeure de notre programme. Tripler notre budget, tripler nos effectifs et nous aider à ouvrir des antennes dans 3 autres villes. C'est incroyable. Que attendent-ils de nous? Ils veulent que vous dirigiez l'expansion. Ils ont été impressionnés par votre travail ici, vos résultats auprès des clients et votre vision pour aider les femmes à atteindre leur indépendance économique. » Keisha sentit son cœur s'emballer. C'était l'opportunité dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé espérer. Une chance d'aider des milliers de femmes au lieu de dizaines. Une chance de construire quelque chose de vraiment significatif. Qu'est-ce que cela impliquerait pour mon poste ici? Vous seriez directeur régional. Vous auriez votre propre budget, votre propre personnel et toute l'autorité nécessaire pour concevoir les programmes selon vos propres critères. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr. Mais Keisha, c'est ta chance de construire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui nous survivra à tous. Ce soir-là, Keisha était assise dans son appartement, réfléchissant à l'offre. Directrice régionale. Ses propres programmes. La possibilité d'aider des femmes de plusieurs États à construire leur propre vie indépendante. Il y a un an, elle était femme au foyer, sans emploi, sans perspective et sans avenir en dehors de la réussite de son mari. On lui offrait maintenant la possibilité de diriger l'expansion régionale d'un programme qui changeait la vie des femmes. Elle pensait à Marcus, probablement enfermé dans une cellule, confronté aux conséquences de ses choix. Elle pensait à Tania purgeant sa peine pour détournement de fonds. Elle pensa à toutes les répercussions de leur égoïsme sur les autres. Puis elle pensa à Rosa Martinez, qui dirigeait désormais une entreprise de restauration prospère. Elle pensa à Jennifer, qui allait bientôt devenir comptable indépendante. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle pourrait aider si elle acceptait ce nouveau poste. Elle prit son téléphone et appela Patricia. « Je m'en charge, » dit-elle. « Quand commençons-nous » Le siège de la Fondation Morrison occupait 3 étages d'une tour de verre en centre-ville. Keisha s'y était déjà rendue à 2 reprises pour des réunions, mais ce jour-là, c'était différent. Elle arrivait en tant que nouvelle directrice régionale de l'autonomisation économique des femmes, dotée d'un budget de 2 millions de dollars et du pouvoir de transformer des vies dans 4 États. Elle portait son plus beau tailleur, celui qu'elle avait porté au tribunal lors de son divorce avec Marcus. Porteur la tenue qui avait marqué la fin de son ancienne vie pour la réunion qui allait lancer sa nouvelle carrière lui semblait appropriée. Margaret Morrison, directrice de la Fondation, l'attendait dans la salle de conférence avec 3 autres membres du conseil d'administration. Margaret, septuagénaire, était une femme d'affaires autodidacte qui avait bâti une fortune dans l'immobilier avant de consacrer sa retraite à aider d'autres femmes à réussir. « Keisha » dit Margaret avec un sourire chaleureux. «
Felicitations. Nous sommes ravis que vous soyez à la tête de cette expansion. Merci. J'ai hâte de commencer. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais que vous sachiez pourquoi nous vous avons choisi. Ce n'est pas seulement votre travail au centre qui a été impressionnant. C'est votre histoire. Tu comprends ce que c'est que de repartir de zéro. Tu comprends ce que ces femmes traversent. Keisha Hokalatet. Son divorce et sa reprise de carrière faisaient désormais partie intégrante de son identité professionnelle, une qualification plutôt qu'une source de gêne. Nos recherches montrent que les femmes qui ont quitté le marché du travail sont confrontées à des défis particuliers, a poursuivi Margaret. Elles ont besoin de plus qu'une simple formation commerciale. Ils doivent retrouver confiance en eux, leur estime de soi et la conviction qu'ils peuvent réussir seuls. C'est exactement ce sur quoi je veux me concentrer, a déclaré Keisha. Les compétences pratiques sont importantes, mais le soutien émotionnel est ce qui fait la différence entre la réussite et l'échec. Ils ont passé 2 heures à examiner les plans d'expansion, bureaux satellites à Atlanta, Nashville et Jacksonville, recrutement du personnel, développement des programmes, accords de partenariat avec les universités et les organisations professionnelles locales. C'était une responsabilité plus grande que celle que Keisha avait jamais eue, même à l'époque où elle travaillait en entreprise. Vous aurez une autorité totale sur la conception et la mise en œuvre du programme, a expliqué Margaret. Nous croyons qu'il faut laisser à nos directeurs la liberté d'innover. Qu'en est-il de la responsabilisation? Comment mesurez-vous le succès? Nombre de femmes accompagnées, nombre d'entreprises lancées avec succès, augmentation moyenne du revenu des participantes, mais aussi des aspects moins tangibles. Enquête de confiance, entretien de suivi, suivi du succès à long terme. À la fin de la réunion, Keisha avait la tête pleine de possibilités. Elle pourrait créer des programmes spécifiquement destinés aux femmes divorcées, aux mères célibataires, aux femmes fuyant des relations abusives. Elle pourrait s'associer à des organismes d'aide juridique, des refuges pour victimes de violences conjugales, des collèges communautaires. Elle pourrait construire quelque chose qui aiderait des milliers de femmes à reprendre leur vie en main. En quittant les bureaux de la Fondation, son téléphone a sonné. Sarah Bennett. Comment s'est passée la réunion? Mieux que je ne l'espérais. Il me donne tout ce que j'ai demandé, et même plus. Felicitations. Tu as fait du chemin depuis la femme brisée qui est entrée dans mon bureau il y a 1 an. Étais-je vraiment si brisé? Tu étais blessé, en colère et déterminé à te venger. Mais tu n'étais pas brisé. Les femmes brisées ne se défendent pas comme toi. Après avoir raccroché, Keisha est retournée dans son ancien. Le divorce est officiellement prononcé, a déclaré Sarah. Félicitations. Vous êtes une femme libre. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'en penses-tu? Keisha regardait par la fenêtre la rue animée en contrebas. Les gens vaquaient à leurs occupations, construisaient leur carrière, poursuivaient leurs rêves, faisaient leurs propres choix quant à qui aimer et à qui faire confiance. Je me sens redevenue moi-même, dit-elle. Bien. Au fait, vous avez obtenu un joli dédommagement. Après tous les frais juridiques et les dettes commerciales, vous repartez avec environ 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. De quoi ne plus jamais travailler si elle était prudente. De quoi s'acheter une grande maison, des voitures de luxe et tout ce qui était censé rendre les gens heureux. Je vais investir la majeure partie, a-t-elle dit. Gardant un peu pour les urgences, mais place le reste dans des fonds indiciels et oublie ça. Et la maison? Ben cela. Je ne veux plus y vivre. As-tu des regrets sur ta gestion? Keisha a réfléchi à la question. L'entreprise de Marcus avait disparu, sa réputation était ruinée, son argent lui appartenait désormais en grande partie. Tania était en prison. Elle avait obtenu sa vengeance de manière complète et définitive. Non, dit-elle. Aucun regret. Ils ont fait leur choix et j'ai fait les miens. Ce soir-là, elle s'offrit un dîner dans un bon restaurant. Non pas pour célébrer l'argent ou une revanche réussie, mais pour quelque chose de bien plus important. Elle célébrait le fait d'être libre. Libérée d'un mariage fondé sur des mensonges. Libérée d'une vie qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Libre de faire ses propres choix, de faire ses propres erreurs, de faire ses propres succès. En mangeant, elle pensait à Rosa Martinez et aux dizaines d'autres femmes qu'elle aiderait au cours des prochains mois. Des femmes trahies, abandonnées ou tout simplement oubliées par ceux qui étaient censés les aimer. Des femmes prêtes à construire quelque chose de nouveau, de vrai et de complètement personnel. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu arriva. J'appris le divorce. Désolé que ça n'ait pas marché. Si tu veux parler, je suis là. Mike Davidson.
Elle sourit et supprima le message. Elle était sûre que Mike était un homme bien et qu'un jour, peut-être, elle serait prête à faire à nouveau confiance à quelqu'un. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle était parfaitement heureuse d'être seule, indépendante et maîtresse de sa vie. Pour la première fois depuis 8 ans, elle était parfaitement à sa place. 6 mois après son arrivée à son poste, Keisha avait aidé 37 femmes à créer leur propre entreprise. Elle suivait chaque réussite, chaque femme passait de la dépendance à l'indépendance, de la peur à la confiance, de la rupture à la plénitude. L'entreprise de traiteur de Rosa Martinez était florissante. Elle comptait 3 clients professionnels réguliers et affichait un carnet d'adresses complet pour ses événements du week-end. Elle avait embauché 2 employés à temps partiel et cherchait à louer un espace de cuisine commerciale. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire ça, lui avait confié Rosa lors de leur dernière rencontre. Après le départ de mon mari, je me suis sentie complètement perdue. Mais maintenant, je me sens plus forte que jamais. C'était le sentiment que Keisha appréciait le plus dans son nouveau travail. Voir les femmes découvrir leurs forces, leurs capacités, leurs valeurs. Cela lui rappelait son propre parcours, d'épouse brisée à femme indépendante. Le centre de développement des entreprises pour les femmes s'était développé pendant son séjour. Ses programmes avaient été élargis, ses financements accrus et son aide avait doublé pour les femmes que l'année précédente. Patricia avait accordé la plus grande partie du mérite à Keisha. « Tu as un don pour ça », avait-elle déclaré lors de son bilan semestriel. « Tu comprends ces femmes parce que tu les as vécues. » C'était vrai. Elle comprenait ce que l'on ressentait lorsqu'on se réveillait un matin et réalisait que sa vie entière avait été bâtie autour des rêves de quelqu'un d'autre. Elle comprenait la peur de tout recommencer, le doute d'être assez fort pour réussir seule. Mais elle comprenait aussi l'incroyable liberté que procure l'indépendance. La tranquillité de savoir que sa réussite ou son échec dépendait entièrement de soi. Sa vie personnelle était tranquille, mais épanouissante. Elle avait son petit appartement, sa routine simple, son travail important. Elle avait commencé à prendre des cours de peinture le week-end, une activité qu'elle avait toujours voulu essayer, mais qu'elle n'avait jamais eu le temps de faire lorsqu'elle était occupée à être l'épouse parfaite. Elle avait aussi commencé à fréquenter des gens, avec prudence et prudence. Rien de sérieux, juste des rendez-vous café et des dîners décontractés avec des hommes rencontrés par des amis ou en ligne. Elle n'était pas prête pour quelque chose de sérieux, et ne le serait peut-être plus jamais. Mais c'était agréable de se rappeler qu'elle était toujours attirante, toujours intéressante, toujours capable de créer des liens. Marcus avait tenté de la contacter à plusieurs reprises au cours des 6 mois écoulés. Appels, SMS, courriels, et même quelques lettres déposées à son bureau. Elle les avait tous ignorés. Il ne pouvait rien dire qui changerait ce qui s'était passé, rien qu'il puisse lui promettre qu'elle croirait à nouveau un jour. Selon Sarah Bennett, il avait accepté un emploi dans une petite agence de marketing dans une autre ville. Salaire de départ, poste de débutant, un véritable redémarrage de sa carrière. Le puissant était tombé bien bas. Tania était toujours en prison. Elle avait plaidé coupable de détournement de fonds et avait été condamnée à 2 ans de prison. Keisha essayait de ne pas penser à elle, mais parfois elle se demandait si la prison lui avait appris quelque chose sur les conséquences de trahir ceux qui vous font confiance. Un jeudi soir d'octobre, Keisha travaillait tard au bureau lorsque son téléphone sonna. L'afficheur indiquait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais quelque chose la poussa à répondre. « Keisha Williams ?» La voix était celle d'un professionnel. « Oui, c'est Keisha. Voici l'inspecteur Parker. Nous nous sommes rencontrés il y a plusieurs mois au sujet de l'affaire de détournement de fonds. Je m'en souviens. Y a-t-il un problème? Pas vraiment, mais je voulais vous donner quelques informations. Marcus Thompson a été arrêté cet après-midi. Keisha sentit son estomac s'enouer. Malgré tout ce qui s'était passé entre eux, elle ne voulait pas que Marcus ait de graves ennuis. Elle voulait juste qu'il la laisse tranquille. Arrêté pourquoi? Fraude. Il a monté des escroqueries à l'investissement, détournant l'argent de clients âgés pour ses dépenses personnelles. Nous enquêtons sur lui depuis 3 mois. Combien d'argent? Environ un demi-million de dollars pour l'instant. Peut-être plus si nous creusons plus profondément. Keisha ferma les yeux. Marcus était passé du statut d'homme d'affaires prospère à celui de criminel désespéré en moins d'1 an. La chute avait été encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que son avocat prétend que son comportement criminel a commencé après son divorce. Il essaie d'utiliser son état mental comme défense,
affirmant que la rupture de son mariage l'a poussée à faire des choix désespérés. C'est ridicule. Je suis d'accord. On ne devient pas criminel du jour au lendemain. Mais je voulais que tu le saches au cas où son avocat essaierait de te contacter ou de te citer à comparaître comme témoin. Après que l'inspecteur Parker eut raccroché, Keisha, assise dans son bureau vide, réfléchissait à ce qu'elle avait appris. Marcus n'était pas seulement ruiné, il devenait un criminel. L'homme qu'elle avait aimé, à qui elle avait confié toute sa vie, volait l'argent des personnes âgées qui lui confiaient leur épargne retraite. Elle se sentait triste, mais pas coupable. Elle n'avait pas fait de Marcus un criminel. Elle avait simplement cessé de le protéger des conséquences de ses choix. S'il avait choisi de régler ses problèmes en commettant des crimes, c'était de sa faute, pas d'elle. Son téléphone vibra, un SMS de Sarah Bennett retentit, elle apprit les nouvelles concernant Marcus. « Ça va ?» Elle répondit « Je vais bien. » Ce n'était plus mon problème. Et elle le pensait. Les problèmes de Marcus n'étaient pas les siens. Ses choix n'étaient pas sa responsabilité. Son avenir ne la concernait pas. Elle avait passé 8 ans à lui faciliter la vie, à faire disparaître ses problèmes, à le protéger des conséquences. Cette époque était révolue. Le lendemain matin, elle arriva tôt au travail et trouva un petit paquet sur son bureau. Pas d'adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur se trouvait un téléphone portable avec un mot, un message. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. » Elle a failli jeter le téléphone sans l'allumer. Elle ne voulait pas entendre Marcus, ne voulait pas être entraînée dans ses mésaventures. Mais la curiosité l'emporta. Elle alluma le téléphone et trouva un message vocal. La voix de Marcus, mais différente. Fatiguée. Défaite. Keisha, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais je vais probablement aller en prison et c'est peut-être ma dernière chance de te dire la vérité. La vérité surtout. Elle a failli effacer le message sur le champ, mais quelque chose dans sa voix l'a poussée à continuer à l'écouter. Tu avais raison à mon sujet. Tu avais raison surtout. Je suis égoïste et faible, et je ne t'ai jamais mérité. Mais je veux que tu saches que je t'aimais. Je sais que mes actes ont prouvé le contraire, mais je t'aimais de la seule façon que je connaissais. Il y eut un long silence et elle l'entendit respirer. Ma liaison avec Tania a commencé parce que j'avais peur. Peur que tu sois trop bien pour moi, peur que tu réalises que tu méritais mieux et que tu me quittes. Alors j'ai tout saboté en premier. Je sais que ça paraît faux, mais c'est la vérité. J'ai détruit la meilleure chose de ma vie parce que j'avais peur de la perdre. Nouvelle pause. Je ne te demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne te demande pas de me reprendre. Je sais que le navire a pris la mer. Je voulais juste que tu saches que ta perte m'a appris à quoi devait ressembler le véritable amour. Il devait ressembler à la façon dont tu m'aimais. Complètement, honnêtement, généreusement. Je ne t'ai jamais aimé de cette façon et c'est mon plus grand regret. Le message continua pendant 1 minute, Marcus s'excusant, expliquant et assumant ses choix. Il semblait sincère, peut-être pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu le mérites, » dit-il à la fin. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui appréciera le don que tu représentes. Je suis désolé qu'il ait fallu que je te perde pour réaliser ce que j'avais. » Le message s'est terminé et Keisha est restée assise à fixer le téléphone un long moment. C'étaient les excuses qu'elle avait voulu entendre des mois auparavant, l'honnêteté dont elle avait besoin de sa part. Il était trop tard pour changer quoi que ce soit, mais au moins, elle savait que Marcus comprenait ce qu'il avait fait. Elle effaça le message et jeta le téléphone à la poubelle. Puis elle se remit à aider les femmes à construire leur vie, leur avenir et leur indépendance. Cet après-midi-là, elle avait rendez-vous avec une nouvelle cliente. Une femme nommée Jennifer, mariée depuis 12 ans à un homme qui contrôlait tous les aspects de sa vie. Jennifer avait enfin trouvé le courage de partir, mais elle n'avait aucune compétence professionnelle, pas d'argent et aucune idée de comment subvenir à ses besoins. « Je me sens tellement stupide, » dit Jennifer. « J'ai un diplôme universitaire, mais je n'ai pas travaillé depuis plus de 10 ans. Qui va m'embaucher? Tu serais surprise, » dit Keisha. « Que as-tu étudié à l'université? » Comme Tabalite. J'étais plutôt bon dans ce domaine. Parfait. Toute petite entreprise a besoin d'aide pour sa comptabilité. Nous pouvons vous aider à démarrer avec des clients à temps partiel, à développer votre confiance et à étoffer votre CV. Vous croyez vraiment que je peux y arriver? Keisha regarda Jennifer et se revit 1 an plus tôt. Effrayée, incertaine, convaincue d'être trop vieille et trop inexpérimentée pour tout recommencer. Je sais que tu peux y arriver. Il y a 1 an,
J'étais assise là où tu es maintenant. Divorcée, je recommence ma vie, terrifiée d'avoir attendu trop longtemps pour reprendre ma vie en main. Mais me voilà, plus heureuse que jamais. Qu'est-il arrivé à votre ex-mari? Il a fait de mauvais choix et il en subit maintenant les conséquences. Mais ce n'est plus mon histoire. Mon histoire, c'est ce que j'ai construit après l'avoir quitté. Jennifer sourit pour la première fois depuis son arrivée au bureau. J'aime ça. Je veux que mon histoire parle de ce qui vient après, pas de ce qui est arrivé avant. Exactement. Le passé n'est qu'une information. Il ne prédit pas l'avenir. Au départ de Jennifer, Keisha a ressenti la même satisfaction qu'à chaque fois qu'elle aidait quelqu'un à faire le premier pas vers l'indépendance. C'était sa vocation, son but, la raison pour laquelle elle avait traversé tout cela avec Marcus. Elle avait été brisée pour apprendre à guérir. Elle avait été trahie pour apprendre à se faire confiance. Elle avait tout perdu pour découvrir ce qui comptait vraiment. Son téléphone sonna alors qu'elle s'apprêtait à partir. La voix de Patricia exprimait son excitation. « Keisha, je viens d'avoir la Fondation Morrison au téléphone. Ils souhaitent financer une expansion majeure de notre programme. Tripler notre budget, tripler nos effectifs et nous aider à ouvrir des antennes dans 3 autres villes. C'est incroyable. Que attendent-ils de nous? Ils veulent que vous dirigiez l'expansion. Ils ont été impressionnés par votre travail ici, vos résultats auprès des clients et votre vision pour aider les femmes à atteindre leur indépendance économique. » Keisha sentit son cœur s'emballer. C'était l'opportunité dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé espérer. Une chance d'aider des milliers de femmes au lieu de dizaines. Une chance de construire quelque chose de vraiment significatif. Qu'est-ce que cela impliquerait pour mon poste ici? Vous seriez directeur régional. Vous auriez votre propre budget, votre propre personnel et toute l'autorité nécessaire pour concevoir les programmes selon vos propres critères. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr. Mais Keisha, c'est ta chance de construire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui nous survivra à tous. Ce soir-là, Keisha était assise dans son appartement, réfléchissant à l'offre. Directrice régionale. Ses propres programmes. La possibilité d'aider des femmes de plusieurs États à construire leur propre vie indépendante. Il y a 1 an, elle était femme au foyer, sans emploi, sans perspective et sans avenir en dehors de la réussite de son mari. On lui offrait maintenant la possibilité de diriger l'expansion régionale d'un programme qui changeait la vie des femmes. Elle pensait à Marcus, probablement enfermé dans une cellule, confronté aux conséquences de ses choix. Elle pensait à Tania purgeant sa peine pour détournement de fonds. Elle pensa à toutes les répercussions de leur égoïsme sur les autres. Puis elle pensa à Rosa Martinez, qui dirigeait désormais une entreprise de restauration prospère. Elle pensa à Jennifer, qui allait bientôt devenir comptable indépendante. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle pourrait aider si elle acceptait ce nouveau poste. Elle prit son téléphone et appela Patricia. « Je m'en charge, dit-elle. Quand commençons-nous » Le siège de la Fondation Morrison occupait 3 étages d'une tour de verre en centre-ville. Keisha s'y était déjà rendue à 2 reprises pour des réunions, mais ce jour-là, c'était différent. Elle arrivait en tant que nouvelle directrice régionale de l'autonomisation économique des femmes, dotée d'un budget de 2 millions de dollars et du pouvoir de transformer des vies dans 4 États. Elle portait son plus beau tailleur, celui qu'elle avait porté au tribunal lors de son divorce avec Marcus. Porteur la tenue qui avait marqué la fin de son ancienne vie pour la réunion qui allait lancer sa nouvelle carrière lui semblait appropriée. Margaret Morrison, directrice de la Fondation, l'attendait dans la salle de conférence avec 3 autres membres du conseil d'administration. Margaret, septuagénaire, était une femme d'affaires autodidacte qui avait bâti une fortune dans l'immobilier avant de consacrer sa retraite à aider d'autres femmes à réussir. « Keisha » dit Margaret avec un sourire chaleureux. « Felicitations. Nous sommes ravis que vous soyez à la tête de cette expansion. Merci. J'ai hâte de commencer. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais que vous sachiez pourquoi nous vous avons choisi. Ce n'est pas seulement votre travail au centre qui a été impressionnant. C'est votre histoire. Tu comprends ce que c'est que de repartir de zéro. Tu comprends ce que ces femmes traversent. » Keisha hocha la tête. Son divorce et sa reprise de carrière faisaient désormais partie intégrante de son identité professionnelle, une qualification plutôt qu'une source de gêne. Nos recherches montrent que les femmes qui ont quitté le marché du travail sont confrontées à des défis particuliers, a poursuivi Margaret. Elles ont besoin de plus qu'une simple formation commerciale. Ils doivent retrouver confiance en eux,
leur estime de soi et la conviction qu'ils peuvent réussir seuls. C'est exactement ce sur quoi je veux me concentrer, a déclaré Keisha. Les compétences pratiques sont importantes, mais le soutien émotionnel est ce qui fait la différence entre la réussite et l'échec. Ils ont passé 2 heures à examiner les plans d'expansion, bureaux satellites à Atlanta, Nashville et Jacksonville, recrutement du personnel, développement des programmes, accords de partenariat avec les universités et les organisations professionnelles locales. C'était une responsabilité plus grande que celle que Keisha avait jamais eue, même à l'époque où elle travaillait en entreprise. Vous aurez une autorité totale sur la conception et la mise en œuvre du programme, a expliqué Margaret. Nous croyons qu'il faut laisser à nos directeurs la liberté d'innover. Qu'en est-il de la responsabilisation? Comment mesurez-vous le succès? Nombre de femmes accompagnées, nombre d'entreprises lancées avec succès, augmentation moyenne du revenu des participantes, mais aussi des aspects moins tangibles. Enquête de confiance, entretien de suivi, suivi du succès à long terme. À la fin de la réunion, Keisha avait la tête pleine de possibilités. Elle pourrait créer des programmes spécifiquement destinés aux femmes divorcées, aux mères célibataires, aux femmes fuyant des relations abusives. Elle pourrait s'associer à des organismes d'aide juridique, des refuges pour victimes de violences conjugales, des collèges communautaires. Elle pourrait construire quelque chose qui aiderait des milliers de femmes à reprendre leur vie en main. En quittant les bureaux de la Fondation, son téléphone a sonné. Sarah Bennett. Comment s'est passée la réunion? Mieux que je ne l'espérais. Il me donne tout ce que j'ai demandé, et même plus. Felicitations. Tu as fait du chemin depuis la femme brisée qui est entrée dans mon bureau il y a 1 an. Étais-je vraiment si brisé? Tu étais blessé, en colère et déterminé à te venger. Mais tu n'étais pas brisé. Les femmes brisées ne se défendent pas comme toi. Après avoir raccroché, Keisha est retournée dans son ancien. LQ1 qui prenne soin de moi. Je cherche quelqu'un qui sache prendre soin d'elle-même. Ce soir-là, Keisha a appelé Margaret Morrison pour accepter le poste de directrice nationale. Je veux faire ça, a-t-elle dit. Je veux aider le plus grand nombre possible de femmes à découvrir leur propre force. Excellent. Quand pouvez-vous commencer? Donnez-moi 2 mois pour assurer la transition de mes responsabilités actuelles et trouver la personne idéale pour reprendre le programme régional. Parfait. Keisha, tu vas changer des milliers de vies. Je l'espère. Je sais ce que ça fait de penser que sa vie est finie et de découvrir qu'elle ne fait que commencer. Après avoir raccroché, Keisha s'assit sur son canapé dans son petit appartement, contemplant la vie qu'elle avait construite à partir de rien. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée en épousant Marcus. C'était mieux. Elle avait sa propre carrière, son propre succès, sa propre raison d'être. Elle avait aidé des centaines de femmes à trouver leur force et à construire leur indépendance. Elle avait transformé sa pire expérience en sa plus grande réussite. Son téléphone vibra, une notification de mail lui parvint. L'objet du message, de Marcus Thompson, lui fit battre le cœur. Elle faillit le supprimer sans le lire, mais quelque chose la poussa à l'ouvrir. Keisha, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je voulais que tu saches que j'ai vu ton discours en ligne. Je voulais que tu saches à quel point je suis fier de ce que tu as accompli. Elle leva les yeux au ciel. Sa fierté pour ses accomplissements n'avait plus aucun sens maintenant. Je sors de prison le mois prochain. Je suis une thérapie depuis 1 an pour essayer de comprendre mes choix. Je sais maintenant que j'étais un narcissique qui utilisait les autres au lieu de les aimer. Je sais maintenant que j'ai détruit la meilleure chose de ma vie parce que j'étais trop égoïste pour apprécier ce que j'avais. Le courriel continuait sur plusieurs paragraphes. Marcus s'excusait, Marcus expliquait les conclusions de sa thérapie, Marcus assumait la responsabilité de ses choix. Tout cela semblait sincère, mais la sincérité était facile à faire face aux conséquences de ses actes. « Je ne demande pas pardon », écrivait-il. « Je sais que je ne mérite pas ça. Je ne demande pas une autre chance. Je sais que le bateau a pris le large. Je voulais juste que tu saches que ta perte m'a appris à reconnaître le véritable amour. Il ressemble à la façon dont tu m'as aimé, complètement, honnêtement, généreusement. Je ne t'ai jamais aimé de cette façon et c'est mon plus grand regret. » Le courriel se terminait ainsi.
J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu le mérites. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui appréciera le don que tu es. Je suis désolé qu'il m'ait fallu te perdre pour réaliser ce que j'avais. Keisha lut le courriel 2 fois, puis le supprima. Les réflexions de Marcus sur l'amour et ses regrets concernant leur mariage étaient trop faibles, trop tard. Elle avait dépassé le simple besoin de ses excuses ou de sa compréhension. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant à savoir qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Il y avait de la justice dans le fait que son plus grand regret ait été de ne pas l'avoir apprécié tant qu'il l'avait eu. Elle repensa à l'invitation de Mike à dîner, à l'offre d'emploi de Margaret, à toutes les possibilités qui s'offraient à elle. Elle repensa à la femme qu'elle était devenue, forte, indépendante, accomplie, déterminée. Marcus avait tenté de la briser, mais il l'avait en réalité libérée. Sa trahison l'avait forcée à se souvenir de qui elle était avant de devenir sa femme. Ses mensonges lui avaient appris à se faire confiance. Son égoïsme lui avait montré à quoi devait ressembler le véritable amour. Elle lui en était reconnaissante à présent. Reconnaissante pour la douleur qui l'avait rendue plus forte, reconnaissante pour la perte qui lui avait révélé l'essentiel, reconnaissante pour la trahison qui l'avait libérée. Demain, elle commencerait à planifier l'expansion nationale qui aiderait des milliers de femmes à trouver leur propre force. La semaine suivante, elle dînerait avec un homme qui appréciait son indépendance au lieu de chercher à la contrôler. Mais ce soir, elle serait assise dans son petit appartement qui lui appartenait entièrement, entourée de la vie qu'elle avait construite de ses propres mains, et fière de tout ce qu'elle avait survécu et de tout ce qu'elle était devenue. Elle avait gagné. Non pas parce qu'elle avait détruit Marcus, même si c'était le cas. Non pas parce qu'elle s'était vengée, même si c'était le cas. Elle avait gagné parce qu'elle avait découvert qu'elle n'avait besoin de personne pour se réaliser. Elle était accomplie par elle-même. Et c'était la victoire la plus satisfaisante de toutes. 5 ans après son divorce, Keisha se tenait dans la salle de bal de l'hôtel Marriott, entourée de 300 femmes célébrant la 5e édition des Women's Independence Awards. D'un petit rassemblement local, l'événement était devenu une célébration nationale des femmes qui avaient surmonté les obstacles pour accéder à l'indépendance économique. Ce soir-là, Rosa Martinez recevait le prix de l'entrepreneur de l'année. Son restaurant s'était agrandi et comptait 3 établissements, et elle employait 47 personnes. Elle ouvrait également une école de cuisine pour enseigner à d'autres femmes les compétences nécessaires à la création d'entreprises de restauration. Il y a 5 ans, j'étais une mère célibataire fauchée qui pensait que ma vie était finie, a déclaré Rosa dans son discours de remerciement. Ce soir, je suis là pour prouver qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves et qu'il n'est jamais trop tard pour construire la vie que l'on mérite. Le public a applaudi à tout rompre. Keisha a senti les larmes lui monter aux yeux, les mêmes larmes qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait une femme qui avait transformé sa vie. En tant que directrice nationale de l'autonomisation économique des femmes, Keisha supervisait désormais 43 bureaux dans 26 États. Ces programmes ont aidé plus de 8000 femmes à créer leur entreprise, à trouver une carrière et à atteindre l'indépendance financière. Le taux de réussite était sans précédent, 87% des participantes étaient encore prospères 3 ans après la fin du programme. Mais les chiffres n'étaient que des chiffres. Ce qui comptait, c'étaient les histoires individuelles. Des femmes comme Rosa, comme Jennifer, comme des centaines d'autres qui avaient découvert leur propre force et reconstruit leur vie à partir de zéro. Après la cérémonie, Keisha s'est mêlée aux invités, recueillant des anecdotes et célébrant des victoires. Chaque femme présente avait surmonté quelque chose: le divorce, les abus, la dépendance, la pauvreté, la discrimination. Chacune d'elles était la preuve qu'un nouveau départ était possible à tout âge et en toutes circonstances. Keisha. Elle se tourna vers le docteur Sarah Kim, diplômée du programme et devenue pédiatre accomplie après son divorce. Je voulais vous remercier encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as fait tout le travail.
Tu m'as montré que c'était possible. À 45 ans, quand j'avais l'impression qu'il était trop tard pour reprendre mes études de médecine, vous m'avez convaincu que je pouvais y arriver. Comment se porte mon cabinet? Mieux que je ne l'aurais imaginé. J'ouvre une deuxième clinique l'année prochaine, spécialement destinée aux familles à faible revenu. Je veux te rendre l'appareil comme tu m'as rendu l'appareil. C'est l'effet d'entraînement que Keisha appréciait le plus. Les femmes qui avaient bénéficié du programme aident désormais les autres. Le cycle d'autonomisation s'étendait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu accomplir seule. Alors que la soirée touchait à sa fin, Keisha sortit prendre l'air. L'hôtel était en centre-ville, non loin de l'immeuble où elle avait travaillé lorsqu'elle travaillait en entreprise. Elle l'apercevait au loin, illuminé dans le ciel nocturne. Magnifique vue, dit une voix familière derrière elle. Elle se retourna et vit Mike Davison s'approcher. Ils sortaient ensemble depuis 2 ans maintenant, une relation lente et prudente, fondée sur le respect mutuel et le partage d'expériences. Mike comprenait son besoin d'indépendance, car il accordait autant d'importance à la sienne. « Comment s'est passé ton voyage d'affaires » demanda-t-elle. « Réussi. J'ai décroché 3 nouveaux clients. Comment s'est passée la cérémonie? » « Parfait. Le discours de Rosa a fait pleurer tout le monde, moi y compris. Mike a passé son bras autour de ses épaules et elle s'est penchée vers lui. Il lui avait fallu longtemps pour avoir à nouveau confiance en ce genre d'affection physique, pour croire que quelqu'un pouvait la toucher sans chercher à la contrôler. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Mike. « Mon ex-femme m'a appelé hier. » Keisha se tendit légèrement. L'ex-femme de Mike l'avait quitté pour un autre homme, tout comme Marcus l'avait quitté émotionnellement pour Tanya. Le parallèle entre leurs histoires était en partie ce qui les avait rapprochés. Que voulait-elle? Elle divorce à nouveau. La coach personnelle s'est avérée être une infidèle en série. Elle voulait savoir si on pouvait réessayer. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui me rende meilleur au lieu de me rabaisser. Keisha Surratt. Bonne réponse. Elle m'a demandé si tu étais la relation de rebond. Je lui ai dit que tu étais la vraie relation. Elle était la séance d'entraînement. Ils restèrent quelques minutes dans un silence confortable, à contempler les lumières de la ville. Keisha songea à la différence entre cette relation et celle avec Marcus. Avec lui, elle avait toujours eu l'impression de jouer la comédie, essayant d'être l'épouse parfaite, la partenaire idéale. Avec Mike, elle se sentait elle-même. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit Mike. « À propos de nous. Et nous? Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Nous sommes tous les deux indépendants financièrement, en bonne santé émotionnelle et totalement honnêtes l'un envers l'autre. Nous avons tous les deux prouvé que nous étions capables de prendre soin de nous-mêmes. C'est vrai. Je me demandais donc si vous seriez intéressés à prendre soin les uns des autres. Non pas par nécessité, mais par envie. » Keisha le regarda. « Tu demandes ce que je crois. » Mike fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. « Je te demande si tu aimerais être partenaire. En affaires comme dans la vie. Des partenaires égaux, chacun à sa place. 2 personnes indépendantes qui choisissent de construire ensemble. » Keisha fixait la boîte, le cœur battant. Elle n'aurait jamais pensé vouloir se remarier. Après Marcus, toute cette institution lui avait semblé un piège. Une façon pour les femmes de se perdre dans les rêves d'autrui. Mais là, c'était différent. C'était comme 2 êtres complets choisissant de partager leur plénitude. Pas 2 personnes brisées essayant de se réparer l'une l'autre. À quoi cela ressemblerait-il? Demanda-t-elle. Un mariage entre 2 personnes qui refusent de renoncer à leur indépendance? Je ne sais pas, répondit Mike avec honnêteté. Il faudrait trouver une solution au fur et à mesure. Compte bancaire séparé, décision partagée, responsabilité égale pour tout. Aucun de nous n'abandonnerait sa carrière ou ses rêves pour l'autre. Et les enfants? Si on en veut, on trouvera un moyen de partager équitablement cette responsabilité. Si on n'en veut pas, c'est bien aussi. Keisha pensa à Jennifer,
qui avait trouvé un partenaire qui respectait son indépendance. Elle pensa à Margaret Morrison, qui avait finalement trouvé quelqu'un qui la soutenait dans sa réussite au lieu de la contrer. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle avait accompagnées au fil des ans, des femmes qui avaient eu peur de faire à nouveau confiance, d'aimer à nouveau, de redevenir vulnérables. Elle leur avait toujours dit que la bonne personne apprécierait leur force et non la diminuerait. Il était peut-être temps de suivre son conseil. « Demande-moi comme il faut », dit-elle. Mike s'agenouilla sur le balcon de l'hôtel et ouvrit la boîte pour révéler une simple bague en diamant. « Keisha Williams, dit-il, veux-tu m'épouser? Veux-tu être mon partenaire égal en tout? M'aideras-tu à construire une vie qui nous rende tous les deux meilleurs? » « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Oui. » Tandis que Mike lui glissait la bague au doigt, Keisha repensa au chemin parcouru pour arriver à ce moment. La trahison qui lui avait brisé le cœur, le divorce qui avait libéré son esprit, la carrière qui lui avait donné un but, le programme qui lui avait permis d'aider d'autres femmes à trouver leur force. Tout cela avait été nécessaire. Tout cela l'avait mené à cet endroit, à cet instant, à cet homme qui aimait sa force au lieu de la craindre. Son téléphone vibra, un SMS lui parvint. Elle y jeta un coup d'œil et vit qu'il venait de Carmen, sa sœur en Californie. Elle avait vu la retransmission en direct de la cérémonie de remise des prix. « Tu étais magnifique là-haut, tellement fière de tout ce que tu as construit. » Elle m'a répondu, « Ils viennent de se fiancer. À quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, et non pour ce qu'il veut que je sois. » La réponse de Carmen est venue immédiatement. « Enfin, j'ai hâte de le rencontrer. » Quand est le mariage? On n'en a même pas encore parlé. Mais ce sera en petit comité. Juste la famille et les amis proches. Je ne suis pas intéressé par une grosse production. Du moment que tu es heureux. Je suis plus heureux que jamais. Et elle l'était. Non pas parce qu'elle allait se marier, mais parce qu'elle épousait quelqu'un qui appréciait la femme qu'elle était devenue. Quelqu'un qui l'avait vue dans ses plus belles formes, ses plus indépendantes, et qui était tombé amoureux de cela. 6 mois plus tard, ils ont célébré un petit mariage dans le jardin derrière le Centre de développement des entreprises pour les femmes. Rosa Martinez a assuré le traiteur de la réception. Jennifer a géré la comptabilité des dépenses du mariage. Margaret Morrison a parlé du pouvoir de l'amour entre égaux. Marcus n'était évidemment pas invité. Il avait été libéré de prison l'année précédente et avait déménagé dans un autre État pour prendre un nouveau départ. Selon des connaissances communes, il travaillait comme vendeur de voitures et vivait dans un petit appartement. Il avait appris une dure leçon sur les conséquences de la trahison, mais c'était à lui d'écrire son histoire maintenant, pas à elle. Tanya avait été libérée après 18 mois de prison. Elle avait également déménagé, et Keisha n'avait aucune nouvelle de sa nouvelle vie. C'était exactement ce qu'elle souhaitait. Dans ses vœux de mariage, Keisha avait promis d'être la partenaire de Mike en toutes choses, mais jamais à sa charge. Elle lui promit de soutenir ses rêves sans jamais abandonner les siens. Elle promit de l'aimer pour ce qu'il était, et non pour ce qu'elle pouvait le faire devenir. Dans ses vœux, Mike promit de célébrer son indépendance sans chercher à la contrôler. Il lui avait promis d'être son refuge, sans être sa béquille. Il avait promis de construire une vie avec elle, et non pour elle. Après la cérémonie, alors qu'ils dansaient sur leur première chanson en tant que mari et femme, Mike lui murmura à l'oreille. « Merci de m'avoir montré à quoi ressemble le véritable amour. »« Merci d'en avoir été digne, » murmura-t-elle en retour. Alors que la soirée touchait à sa fin, Keisha se retrouva dans ce même jardin où elle s'était sentie autrefois si perdue et brisée. Elle était désormais entourée des amis qu'elle s'était fait grâce à son travail, célébrant un mariage fondé sur l'égalité et le respect, et se réjouissant d'un avenir plein de possibilités. Son téléphone a sonné, une notification de son blog a retenti. Quelqu'un avait commenté son article original sur le fait de recommencer après une trahison. Je lis ceci à 2 heures du matin après avoir découvert la liaison de mon mari. J'ai l'impression que mon monde s'écroule.
Dis-moi que ça va s'améliorer. Keisha sourit et répondit. Ça va tellement mieux que tu ne peux l'imaginer en ce moment. Non pas parce que tu te vengeras ou parce qu'il réalisera ce qu'il a perdu. C'est encore mieux parce que tu découvriras qui tu es vraiment quand tu ne te définis pas à travers la vie de quelqu'un d'autre. Tu découvriras que tu es plus forte que tu ne le penses, plus capable que tu ne le penses et plus méritante d'être aimée sincèrement que tu ne l'aurais jamais cru. La douleur que vous ressentez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de votre véritable histoire. Faites-moi confiance. Elle a publié sa réponse et rangé son téléphone. Demain, elle reprendrait son travail pour aider les femmes à reconstruire leur vie. Demain, elle continuerait à bâtir le programme national qui changeait des milliers de vies chaque année. Mais ce soir, elle danserait avec son mari dans le jardin où elle avait cru sa vie terminée, célébrant la vérité apprise à ses dépens. Parfois, tout perdre est le seul moyen de trouver ce qui compte vraiment. Elle avait gagné. Non pas parce qu'elle avait détruit Marcus, bien qu'elle l'eût fait. Non pas parce qu'elle s'était vengée, bien qu'elle l'eût fait. Elle avait gagné parce qu'elle avait découvert qu'elle était complète toute seule. Et cette découverte l'avait rendue capable d'aimer véritablement quelqu'un qui la reconnaissait et la célébrait. Elle avait gagné parce qu'elle avait transformé sa pire trahison en sa plus grande force, sa douleur la plus profonde en son objectif le plus important, sa plus grande défaite en sa plus grande victoire. Elle avait gagné parce qu'elle avait appris que la meilleure revanche contre quelqu'un qui essaie de vous rabaisser est de devenir tout ce que vous étiez censé être. Et elle était devenue tout ce qu'elle était censée être, et plus encore.